Bonjour, comment ça va? Est-ce que c'est la pêche ce lundi matin? Est-ce que c'est la forme? Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi matin, en ce lundi point dev, pour une nouvelle revue de presse, Dev et Tech, assez posée. Je vous avoue que j'ai moins trouvé d'actu cette fois-ci. Attendez juste. Ah, comme d'habitude, je branche tranquillement mon retour. Voilà. Comment ça va vous? Est-ce que vous passez un bon lundi matin? Est-ce que vous arrivez à être suffisamment réveillé, à avoir suffisamment la pêche? Alors, ça devient un peu une phrase sans sens, parce que je le dis toujours, est-ce que vous avez la pêche, etc. Mais c'est une vraie question sincère. Moi je me souviens de ces lundis matins, on a du mal à démarrer sa semaine, ou on a des réunions, ou des machins comme ça, et c'est compliqué. J'ai pas eu trop de réunions le lundi matin, pour être très honnête. Je me suis toujours arrangé pour toujours être dans des jobs où on me saoulait pas trop le lundi matin, mais... Il reste que démarrer sa semaine, c'est compliqué. Se remettre dans le bain, c'est dur. Que ça soit sur place ou à distance, des fois c'est compliqué. Et ben, mon cher Pitvi, moi, ça va. Le réveil n'a pas été simple. Comme souvent, je me recale grâce au lundi, donc c'est grâce à vous que je me recale. Mais du coup, je me décale au fur et à mesure. Donc souvent, c'est le dimanche où je suis le plus décalé. Vous voyez que j'ai un petit peu des cernes. Bon, ça va passer, hein. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Et vous avez vu que j'ai moins de cheveux. Si vous n'aviez pas eu l'occasion de me croiser dans un stream entre temps, oui, je me suis enfin coupé les cheveux. Donc ça, c'est assez chouette. Assez chouette. 200 grammes de moins de cheveux sur la tête. Ça permet d'être un peu plus serein, on va dire, là-dessus. Et j'ai eu du mal à cause de sa cartoon. Alors là, pour le coup, hier soir, il n'y a pas eu de sa cartoon. On a décidé de ne pas faire de sa cartoon. On n'était pas assez nombreux à être présents en ligne. Et c'est moi qui devais héberger, du coup, parce qu'il y avait ni Kokobé ni BL disponibles. Et j'ai décidé d'annuler parce qu'il n'y avait pas assez de monde et que je me sentais pas de le faire. Donc, non, 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 ça a été très tranquille hier soir. Pour être très honnête, j'ai regardé Antoine Daniel hier soir jouer à The Quarry. Et c'était assez terrible de voir quelqu'un se planter sur un choix qui a l'air assez clé et il n'a pas envie de rejouer, enfin de remodifier ce qu'il a fait. Donc, du coup, on est resté sur une fin très décevante. C'est un jeu interactif, un film interactif plus ou moins. Bon, c'est un peu exagéré de dire film interactif, mais c'est un peu ça. Du coup, il a fait un mauvais choix et hier soir, je me dis, ah, dommage. Mais il est hors de question que je joue à ce jeu par moi-même. Ça n'a pas de sens, ça m'intéresse pas assez. Mais du coup, c'est marrant de voir des jeux qui sont très très loin de notre zone de confort être joués par des streamers qu'on aime bien. Mais c'était un peu bizarre. Mais du coup, non, ça m'a bien accompagné hier soir. Mais ouais, non, globalement, pas grand-chose, les amis, hein. Moi, vous savez, comme je l'ai déjà dit, en ce moment, je suis un peu dans une zone de jachère où je suis un peu tranquille, donc il se passe pas forcément énormément de choses. C'est pour ça que je suis ravi aussi de passer du temps avec vous. En plus de passer du temps avec des potes par ailleurs, ce que j'ai beaucoup fait le dimanche, hier, c'était très chouette, hier après-midi. Bon matin à tous. J'ai cherché des news, et je vous avoue que cette semaine, il n'y avait pas grand-chose. Alors dit comme ça, s'il y a eu des news terribles dans plein d'autres aspects de la société, dans le monde de la tech, il y a eu deux trois trucs, mais vous allez voir, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Bon, il se trouve aussi que j'ai moins travaillé sur cette revue de presse que les revues précédentes. Et oui, c'est possible. Mais notamment parce qu'en fait, j'avais rien dans ma. Vous savez, normalement, toute la semaine, je récolte des liens. De me dire ça peut intéresser dans lundi.dev et tout. Et là, hmm, pas grand chose, hein. Vraiment pas grand chose. Eh, c'est le 4L. C'est assez. C'est c'est presque décevant de se dire ouais, on arrive peut-être dans le moment de ralentissement et je sais pas à quel point on aura des choses à dire durant cet été. Parce que je sais qu'il y a un ralentissement aussi dans l'activité dev et tech durant l'été, mais j'y crois quand même. Et puis au pire, on codera plus, hein, parce que si j'ai rien à dire, je code, hein, vous le savez, hein. Donc voilà. Mais donc vous allez voir, il y a un petit peu de tout. Après, il y a quand même une histoire assez rigolote, enfin rigolote, intéressante, vous allez voir, avec laquelle on va commencer d'ailleurs. Euh, sur les digital trails, et notamment tout ce qui a été utilisé par
Bungie, le producteur de jeux vidéo, enfin le studio, pour trouver quelqu'un qui se faisait passer pour eux, pour emmerder d'autres youtubeurs. C'est intéressant. On va en parler de ça. Et il va aussi avoir un long blog post sur quelqu'un qui explique en détail pourquoi il considère, et je suis assez d'accord avec lui, même s'il faudra vraiment prendre en compte le fait que cette personne-là a travaillé pour Google par le passé, quelqu'un qui explique par A plus B pourquoi Apple est pas très... Hey, salut Solarus! Merci pour ton premier message sur le chat. Euh, pourquoi Apple joue pas vraiment le jeu du choix dans les navigateurs. Ce qui ne donnera personne pour ceux si vous avez suivi un peu l'histoire, mais c'est pas mal de le réexpliquer. Et je trouvais qu'il le réexpliquait bien. Donc on va en parler de ça notamment. Donc voilà, donc très tranquille hein, ce matin. Et je sais pas ce qu'on va faire en fin de stream, c'est normalement on code. Là, j'ai pas forcément grand chose à rajouter sur mon overlay. Donc, parce qu'on commence à avoir des alertes et tout, on commence à avoir un vrai overlay qui ressemble à quelque chose. Donc, à voir ce qu'on fera. Mais voilà. Mais oui, bref. Je vous propose qu'on commence tranquillement, qu'on commence doucement, qu'on commence très bien. Les messages se suppriment maintenant sur le avec clavardage. Ah non, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse du coup. Je trouve que ça bouge beaucoup du côté de Linux Desktop et la compatibilité de jeux Stream Deck et GNOME qui met le paquet et reçoit la thune de MS. Alors j'ai pas voulu en parler parce que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une grosse actu le fait que Microsoft file des thunes à GNOME? Mais au pire, je rajouterai ça. Ouais. On peut aller chercher rapidement l'actu et en parler. Mais oui, effectivement, 4L. Mais la compatibilité du jeu Stream Deck, par contre, ça fait un bail qu'on... Enfin, Stream Deck, Steam Deck, pardon. Ça fait un bail que ça avance. J'ai pas l'impression d'avoir vu des actus sur le sujet, mais je suis toujours preneur de liens. Si t'en as, liens sont autorisés, hein, n'hésitez pas. En attendant, on va commencer du coup avec cet article que j'avais trouvé, que je trouvais assez chouette, qui date du 24 juin. Donc c'est 24 juin. Et 500 $ de sponsor. Alors 500 000 $ Tactical Broccoli. Mais oui, 500 000 $, c'est que 500 000 $, c'est pas anecdotique. Mais je me disais, est-ce que ça valait vraiment le coup Salut Maëlig. Donc je disais, ça date de vendredi dernier. Alors, attendez, il faut que j'agrandisse un peu. Hop. Et que je le mette. Alors, mais attendez, il faut que je le traduise, je suis con. Bon, on avait vu qu'à la fois Google Translate s'en sortait mieux que ce que je pensais à la base, donc en fait, on va continuer à utiliser Translate pour le moment. Un jour, je me remettrai à retraduire un peu à la main, mais pour le moment, allez, ça suffit. Puis si c'est vraiment mauvais un jour, bon, je m'y remettrai, mais c'est franchement, ça fait la rue Michel. Et de toute façon, on se comprend. Le plus important, c'est que vous puissiez comprendre, et je pense que vous arrivez très bien à comprendre ce qui se passe quand on traduit à l'arrache. Et au pire, je corrige en survolant, donc ça, c'est pratique. Euh, du coup, l'article en version originale, c'est Digital Trails of How Bungie Identified a Mass Sender of Fake DMCA Notices, ce que Google traduira très élégamment par un piste numérique, comment Bungie a identifié un expéditeur en masse de faux amis DMCA. Oui, parce que pour moi, c'est un genevois. Hein, Google Translate a un accent genevois, je sais pas pourquoi. Et c'est assez intéressant de voir ce qui se passe un peu derrière le rideau des fameux avis démonétisation et autres notifications d'IMCA. En réponse à des inconnus envoyant un grand nombre de fausses notifications d'IMCA à YouTube tout en se faisant passer pour son partenaire anti-piratage, Bungie a intenté une action en justice aux États-Unis demandant des millions de dommages et intérêts. À l'époque, le nom de l'accusé Doe était inconnu. C'est John Doe, c'est les noms qu'on donne quand on ne sait pas. C'est ainsi qu'une enquête de Bungie a suivi les fils d'Ariane numériques pour retrouver et identifier cette personne par son nom et son adresse physique. Vous allez voir, l'histoire est intéressante parce que l'histoire en elle-même est assez cool, mais aussi de ce qu'elle dit des traces qu'on laisse. Et ce qui permet de remonter à la source des gens qui font ce genre de choses. Plus tôt cette année, Bungie et sa communauté enthousiaste de fans de Destiny ont été plongés dans le chaos. Utilisant le processus de retrait du DMCA comme une arme, des personnes inconnues ont envoyé des avis de droit d'auteur à YouTube, affirmant que les vidéos ciblées devaient être retirées pour violation des droits de Bungie.
YouTube a commencé à supprimer des vidéos, y compris certaines téléchargées par les créateurs de contenu Destiny de haut niveau. Certains avis ciblaient les propres chaînes de Bungie, provoquant confusion et frustration au sein de la communauté Destiny. Et vous imaginez le bazar, quoi. Alors que Bungie prend en charge le contenu créé... Alors que Bungie soutient le contenu créé par les fans et autorise explicitement, je vais aller voir sur le site et c'est assez clair, le téléversement de vidéos sur YouTube, un nombre croissant de fans sont arrivés à la conclusion que Bungie était en quelque sorte à blâmer. Avec sa réputation en jeu, Bungie a lancé une enquête excessive, enfin une enquête complète, et a confirmé plus tard que les avis de retrait étaient tous frauduleux et qu'il n'était pas responsable, que Bungie n'était pas responsable de tout ça. Fin mars, Bungie a pris la décision inhabituelle de déposer une plainte devant un tribunal de Washington. Il a révélé en détail comment 2 comptes Google Gmail, donc Gmail, ont été conçus pour se faire passer pour le partenaire anti-piratage de Bungie, CSC. Alors c'est drôle parce que CSC ça veut aussi dire contre son corps, donc moi ça me fait rigoler. Mais... Les comptes ont ensuite été utilisés pour envoyer des messages d'avis de retrait frauduleux à YouTube. On est quand même sur un... Vous allez voir, c'est ce qui a été fait est vraiment pas cool. L'ampleur des perturbations causées était importante et le langage de Bungie dans la plainte n'a pas été... Oui, alors pardon. Ah, c'est horrible la traduction quand c'est fait comme ça de manière automatique, ça n'a pas de sens. Alors, en version originale, cette phrase c'est... The scale of the disruption caused was significant and Bungie's language in the complaints pulled no punch. Donc l'ampleur des perturbations causées était importante, ça c'est vrai, et le langage de Bungie n'a pas retenu ses coups. C'est ça comme ça qu'il faudrait le dire. En plus des dommages liés aux avis frauduleux, la société a accumulé des réclamations supplémentaires pour violation du droit d'auteur, fausse désignation, dénonciation calomnieuse, diffamation commerciale, rupture de contrat et violation de la loi sur les protections des consommateurs. Le défi immédiat pour Bungie était que la société ne savait pas ou ne pouvait pas prouver l'identité du coupable avant de déposer la plainte. Bah oui, parce qu'en fait, tu portes plainte contre X, quoi. Une première plainte modifiée déposée par Bungie cette semaine fait avancer les choses de manière significative en désignant un seul accusé comme responsable. Il révèle également comment Bungie a retrouvé et identifié l'architecte du stratagème de fraude d'IMCA comme l'un de ses propres clients. Et ouais, parce qu'en fait, c'est con, mais la personne qui a fait tout ça est en fait un joueur de Destiny, vous allez voir. Donc forcément, Bungie a réussi à les retrouver. Alors forcément, ce n'est pas une évidence, mais du coup, ils ont réussi à recouper les trucs. Bungie se met au travail. Les premières tentatives de Bungie pour obtenir des informations de Google/YouTube se sont heurtées à des problèmes. La société a tenté d'assigner Google à comparaître en utilisant l'IMCA, mais le mécanisme choisi a uniquement permis à Bungie d'identifier un contrevenant présumé au droit d'auteur et non l'expéditeur des avis d'IMCA prétendument abusifs. Donc c'était pas du tout... Google a fait n'importe quoi. Google a d'abord refusé de se conformer, mais après quelques travaux, Bungie a commencé à obtenir les informations qu'il cherchait au début du mois. Le 10 juin 2022, donc il y a vraiment pas longtemps, Google a remis des informations significatives sur les comptes utilisés pour envoyer les avis frauduleux, parmi lesquels Jeremy Wieland CSC @gmail.com, le compte Wieland, et Damien Reynolds CSC @gmail.com, un compte Reynolds. Google a également fourni la liste de tous les avis de retrait envoyés via les comptes, des copies de toute la correspondance entre Google et les comptes, ainsi qu'un journal des adresses IP utilisées pour y accéder. Sachant que c'est fait dans le cadre d'une procédure judiciaire, évidemment. Les journaux, donc les logs, ont révélé que les comptes Wieland et Reynolds étaient systématiquement accessibles à partir d'une adresse IP particulière, se terminant par 241, traçable jusqu'à Consolidated Communications, un FAI résidentiel desservant Rocklin en Californie. Le 22 mars, le compte Reynolds s'est déconnecté de Google, et moins d'une seconde plus tard, le compte Wieland s'est connecté, suggérant que la même personne était les deux comptes. Mais Bungie en avait plus, beaucoup plus. Les adresses IP correspondent aux comptes officiels, aux biens physiques. La même adresse IP en .241, mentionnée ci-dessus, a également été utilisée pour envoyer des emails abusifs au fournisseur anti-piratage de Bungie, CSC. Donc, il y a quand même eu des mails envoyés à CSC le vrai par cette IP. Encore plus problématique était son association avec 2 comptes officiels de Destiny 2. Donc en plus,
la personne qui avait utilisé cette adresse IP était aussi connectée à Destiny. L'un de ses comptes a effectué un achat physique de l'OST de Destiny 2, The Witch Queen. Cela a ensuite été livré à une adresse physique à Rocklin, donc là ça continue d'être un faisceau qui quand même se rapproche vachement de ce qu'il cherche. L'achat était accompagné d'un lien de téléchargement bonus pour un emblème envoyé à l'acheteur par email. Le dessinateur a cliqué sur le lien et Benji a enregistré la même adresse IP en .241. Donc là quand même, bon. Oups. À présent, le réseau était presque... Ouais, le net. Donc, à réseau, le filet était presque refermé. Mais en termes de preuves, Benji était encore loin d'avoir terminé. Le lien cliquable de l'emblème a été envoyé à perfectnazo1@gmail.com. Et pendant le chaos de la campagne de faux avis, un youtubeur appelé Lord Nazo a été frappé d'un avis d'IMCA frauduleux envoyé par le compte Willand Google. Apparemment irrité par cette injustice, Lord Nazo a renvoyé une contre-notification d'IMCA à YouTube dans laquelle il critiquait la vague de fausses notifications et affirmait que sa vidéo n'enfreignait pas puisqu'il s'agissait d'un cas de transformation, enfin d'un fair use quoi. Le contre-avis de Lord Nazo comprenait son email, perfectnazo1@gmail.com, le mettant en correspondance avec le compte Destiny de Bungie. Donc en plus ça confirme tous les derniers trucs quoi. Il contenait également une adresse physique à Rocklin en Californie. Que ce soit par négligence ou à dessein, il comportait également son vrai nom, Nick Minor. De mal en pis et au-delà. Dès décembre 2021, alors parfaitement inconscient du chaos à venir, Bungie rencontrait déjà des problèmes avec Nick Minor et sa chaîne vidéo Lord Nazo. Salut Ikisha. Le fournisseur anti-piratage de Bungie, donc CSC, a ciblé la chaîne avec un retrait d'IMCA après avoir publié The Last Stand, un morceau de l'OST de Taken King. Il a fallu attendre le 25 janvier 2022 pour que la vidéo soit supprimée et le même jour, Minor a créé le compte Wheeland, donc qu'il a utilisé ensuite pour envoyer certains des faux avis. Donc en fait, le mec était pas content parce qu'il avait publié tel quel un morceau de Destiny, donc enfin juste le morceau quoi. Évidemment, il a été claim sur YouTube, puis supprimé parce que Destiny ne voulait pas que ce soit sur YouTube. Et donc il était tout pas content, et donc du coup il a créé les faux avis d'IMCA. Après avoir acheté l'OST de Witch Queen et en avoir pris livraison à Rocklin, Minor a commencé à télécharger les morceaux de l'OST sur sa chaîne YouTube. Vers le 2 mars 2022, le CSC du coup a lancé une série de 41 retraits d'IMCA, dont 23 ciblaient les mises en ligne de Minor, et non pas de mineur, c'est le nom du mec. Un peu plus tard, YouTube a mis fin à sa chaîne pour récidive. Minor s'est adressé à Twitter et s'est plaint directement à Benji, demandant à la société de retirer les plaintes relatives aux droits d'auteur afin qu'il puisse récupérer son compte YouTube. Le 16 mars, Minor a de nouveau tweeté « Cela devient incontrôlable, Benji doit rectifier ses suppressions de droits d'auteur et verrouiller la gestion de marque. » Un jour plus tard, une vague d'avis frauduleux a été soumise à YouTube, 36 du compte Wheeland et un d'un autre compte Google, Jacob Averts. Benji pense que Minor avait l'intention d'utiliser le compte Reynolds pour envoyer cet avis, car peu de temps après, un avis d'identité a également été envoyé via le compte Reynolds. Bref, salut Tompus. En fait, on se rend compte que c'est juste un mec qui a pété un câble et qui s'est mis à se faire passer pour le partenaire de Benji, donc CSC, pour dénoncer un truc que lui-même a eu, même si ça touchait des vidéos qui n'étaient pas juste la publication de l'audio, mais qui utilisaient la totalité, quoi. On ne sait pas si le changement de compte a joué un rôle, mais le 18 mars, Google a signalé les deux avis comme frauduleux et a demandé à Minor de fournir les documents prouvant son identité. Minor est ensuite passé au compte Wheeland pour envoyer des avis plus frauduleux, envoyer plus d'avis frauduleux. Et lorsque Google l'a mis sous pression pour prouver son identité sur les comptes Wheeland et Averts, Minor a retiré ses avis de retrait spécifiques. Donc, attiser la controverse de la victime, aggraver les choses. Le jour où Google a demandé ces documents à Minor, il a utilisé son compte Twitter, Lord Nazo, pour envoyer des messages au compte Bungie. Il semble qu'il n'y a pas que la communauté musicale qui soit touchée. Deux chaînes non musicales qui ne peuvent pas être une erreur. Parce que lui-même avait envoyé ces trucs-là. C'est ça qui est dégueulasse. Soit quelqu'un fait de fausses revendications de droits d'auteur au nom de Bungie, soit CSC est hors de contrôle. Bah, du coup, maintenant on sait. Le 20 mars, Minor a répondu au tweet de Bungie informant sa communauté Destiny que la société n'était pas derrière la campagne de retrait. Je savais juste que c'était pas vous, les gars, a-t-il tweeté à Bungie. Je ne pouvais tout simplement pas croire que vous nous feriez ça après 8 ans. Je suis tellement content d'avoir eu raison.
3 jours plus tard, Minor a dirigé un tweet sur YouTube. Hey YouTube, les personnes avec du contenu Destiny 2 sur leur chaîne ont été frappées par de faux retraits. Même Bungie confirme que les retraits sont légitimes. Donc le mec crée un faux truc. C'est quand même tordu hein, comme mécanique. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire à ce sujet? Minor a ensuite tweeté à nouveau sur Bungie se plaignant que ses vidéos n'avaient pas encore été restaurées. Vraiment foutage de gueule. Le 26 mars, dans un autre tweet sur YouTube, un autre tweet à YouTube, Minor a demandé que ces vidéos soient restaurées car les avis d'IMCV en question étaient faux. Ils étaient authentiques puisque c'était Bungie qui les avait envoyés, puisqu'il avait publié simplement l'OST sans rien de plus, quoi. Et donc, après, il a commencé à utiliser un VPN. À ce stade, la nouvelle du procès de Bungie a commencé à apparaître en ligne, ce qui a conduit Minor à accéder au compte Willand et Reynolds à l'art d'un VPN. Mais bien sûr, les VPN ne peuvent pas réparer les erreurs du passé. Et dans ce cas, il n'aurait probablement pas aidé Minor à s'en tirer avec sa campagne, même s'il avait utilisé un depuis le début. Mais bon, pour le coup, là, il l'avait même pas utilisé depuis le début. Donc, utiliser un VPN après en se disant « Ah, comme ça, ils pourront pas me trouver !» Mec, soyez cohérent, soyez logique. Par exemple, l'utilisation de Minor des mêmes adresses email sur plusieurs sites a commencé il y a longtemps. Dans le cadre de son enquête, Bungie a accédé à des données rendues publiques suite à la violation en 2016 du site du piratage et de triche Nuld.io. La société a trouvé 3 adresses email dans la base de données reliant Minor à la fausse campagne de DMCA. Le premier, perfectnazo1@gmail.com, a été utilisé dans la commande pour la livraison de l'OST en Californie. Il a également été utilisé pour émettre le contre-avis YouTube reliant Minor et l'achat de Lord Nazo. Le second, Jacob Averts, a été utilisé par erreur pour envoyer un faux avis d'IMCA, et le dernier, Jacob A 10 millions, était l'adresse email utilisée par Minor pour ouvrir son compte Destiny chez Bungie. Voilà. Donc, pas bon, hein, les gens. Ça, c'est le truc terrible, c'est les gens qui font des choses qui sont illégales, et en plus qui sont mauvais à le faire, franchement. Alors ça fait des bons articles après. Mais voilà, donc ça montre un peu toutes les traces qu'il peut y avoir, sachant que je pense, pour le coup, que même dans le cas du RGPD, il faut savoir que... Parce que là, on est aux États-Unis, donc le RGPD ne s'applique pas. Mais même en France, même en Europe, il faut savoir que le RGPD a des exceptions qui sont liées à la lutte contre la fraude. Donc, évidemment, le RGPD pousse à la minimisation des données qui sont stockées, donc forcément, de la fraude, tu pourras pas la remonter si longtemps en arrière. Mais il y a littéralement les exceptions qui vont bien pour que, par exemple, si tu fais de la fraude anti-vol de carte bleue, par exemple, donc si tu es un marchand, un cybermarchand, par exemple, et que tu permets l'achat de biens numériques ou non, d'ailleurs, sur ton site, eh bien, on a le droit de collecter un peu plus d'informations dans de la lutte antifraude. Le seul truc qui est très important, c'est que ça doit rester la lutte antifraude. Tu peux pas commencer après à l'utiliser à d'autres fins. Et c'était fait. Moi, littéralement, j'ai eu l'occasion dans ma vie d'implémenter des mécanismes d'antifraude pour un feu célèbre, bon, il est toujours célèbre, mais site de vente de billets de train. Et on collectait pas mal d'informations sur le navigateur, sur des informations assez classiques de fingerprinting hein, qui sont pas incroyables, sur les pages de paiement, pour s'assurer que on n'est pas face à des multirécidivistes de vol de cartes, quoi. Et c'est très intéressant à faire par ailleurs. Et c'est autorisé littéralement par le RGPD. Donc voilà. Alors j'espère que ça vous a plu cette petite histoire. Sachant que si vous voulez en savoir plus sur le DMCA, et je vais le faire sans me faire moi-même DMCA, YouTube Copyright System is not broken, the world is, je vous recommande cette vidéo incroyable de Tom Scott, où il explique en détail pourquoi, certes, le système de gestion de droits de YouTube a ses problèmes, mais que globalement, c'est pas tant le problème, et que c'est plutôt... le problème vient plutôt de comment fonctionne YouTube dans ses mécaniques, quoi. Enfin, pardon, le système global de droits d'auteur, qui est sans doute pas adapté à ce qu'on en fait aujourd'hui. Je vous colle le lien de cette vidéo dans le chat, et je vous inviterai à la regarder. Et évidemment, je mettrai le lien sur lundi.dev. Après, vous connaissez les bails de comment ça marche, tout ça, évidemment. Et non, le DMCA n'est pas cette chanson des Village People. Non, mais ouais. Bah après, je sais pas s'ils ont vraiment fait exprès que ça ressemble à YMCA en vrai, hein, DMCA. Parce que vous savez qu'il y a souvent des vannes ou des trucs comme ça dans les noms des lois. Ils font souvent des rétro-acronymes, c'est-à-dire qu'ils trouvent des trucs
cool, et ensuite ils essaient de trouver des noms qui vont avec. Et là, je pense pas, mais voilà. Digital Millennium Copyright Act. La loi sur le copyright à l'ère du nouveau millénaire. Du millénaire numérique. Effectivement, c'est arrivé dans les années 2000. Alors, je vous propose que nous passions à un autre article. Apple is not defending browser engine choice. Qu'on pourra traduire sans problème via Google Translate par, attention, le jeu de voix qui revient, Apple ne défend pas le choix du moteur de navigateur. Un peu bizarre ce jeu de voix. Alors, j'adore parce que du coup, Google traduit tout, et donc il traduit aussi le titre du blog, qui est donc Infrequently Noted, donc c'est de Axel Russell. Alors, il faut que je vous donne un disclaimer qui n'est pas assez écrit dans ce blog post, mais c'est important, cette personne a travaillé pour Google à certains moments. Et c'est important parce qu'il va un peu défoncer Apple, et donc c'est important de savoir d'où il parle, quoi. Mais je pense que ça n'enlève pas, on n'enlève pas assez, c'est quand même suffisamment important, de la thèse qui est dans ce post de blog, qui est que Apple freine le monde des navigateurs, et ça fera, vous allez voir, référence un peu à ce dont on parlait la semaine dernière avec la mort d'Internet Explorer. Il y a un sujet avec ce que fait Apple et les navigateurs. Il y a un truc et il faut qu'on en parle. Et donc c'est pour ça que je suis ravi de vous en parler et de lire cet article. Alors c'est un post de blog donc de Axel Russell. Axel Russell, si je le cherche sur Google, je tombe sur quoi? Alors je tombe sur un acteur australien, évidemment. Attendez. About. Voilà, le mec bosse maintenant chez Microsoft. Et il était plateforme stratégie chez Google. Il a notamment bossé sur Chrome. Et donc Blink, qui est le moteur de Chrome. Et maintenant, il bosse chez Microsoft sur Edge. Donc, bon, le mec a des billes dans le game, évidemment. Merci pour ton follow, le Squall. Tiens, j'ai pas entendu. Ah si, ouais, j'ai entendu. Salut Giant Steps. Merci pour vos follow. N'hésitez pas à follow. Axel Russell est un troll. Merci Chuck. Mais il reste que c'est intéressant, je trouve. Je trouve que parce que du coup j'ai lu le blog post. Je le trouve très intéressant sur ce sujet. Mais voilà, au moins vous savez que il a travaillé chez Chrome, il a travaillé aussi pour le W3C jusqu'en 2019. Bon, c'est quand même pas un mec, enfin, je veux dire, il vient pas de nulle part non plus. Et du coup, c'est dire quand même qu'il s'y connaît sur cette affaire-là. Il a ses points de vue, évidemment, mais je trouve ça intéressant d'entendre son point de vue. Parce qu'on entend très souvent, je trouve, les points de vue des pro-Apple. Je vous rappelle que moi je bosse sous Mac, hein, donc je vais pas commencer à faire genre j'y suis insensible. Mais on entend beaucoup le point de vue des pro-Apple, et je trouve sur ce sujet pas assez le point de vue des anti-Apple sur ses choix. Et donc on va en entendre parler, puisque c'est dans ce dont on va parler. Donc Apple ne défend pas le choix du moteur de navigateur. Ceci est la 6e partie d'une série en 6 parties, Browser Choice Must Matter. Donc en fait il avait toute une série de blogs, là on va juste lire le dernier. Cher lecteur, j'ai fait une terrible erreur. Oui, c'est vrai, j'ai lu les commentaires sur un article de Mark Rumors. À mon âge, je devrais savoir que ça ne se fait pas. Ça, on sait mieux, c'est we know better. Et encore. En guise de pénitence pour cette erreur, et pour avoir été court avec Miguel, et de ne pas avoir été à la hauteur avec Miguel, je dois déconstruire la façon dont Apple a miné la diversité des moteurs de navigateurs. Contrairement aux affirmations des partisans d'Apple, les restrictions du moteur d'iOS n'empêchent pas une prise de contrôle par Chromium. Du moins, ce n'est pas l'effet principal. Apple utilise son pouvoir sur les navigateurs pour dépouiller et saboter le web, nuisant à tous les projets de moteur et vidant le web de son potentiel futur. Grosse accusation quand même. Hein. Comme nous le verrons, le présent et l'avenir du choix de moteur navigateur sont entièrement sous le contrôle de Cupertino. Là, il y a la liste de ce qui va se passer dans cet article. Les politiques de longue date d'Apple sont anti-diversité. Un rappel sur les politiques du navigateur iOS d'Apple. d'iOS 2.0 en 2008 à iOS 14 en fin 2020, Apple n'autorisait
aucun navigateur à part Safari comme navigateur par défaut. Depuis 14 ans et plus, Apple a empêché les navigateurs concurrents d'apporter leur propre moteur, obligeant les fournisseurs, les fournisseurs de navigateurs, à créer des skins sur le binaire WebKit d'Apple, qui manquait historiquement de parité de fonctionnalité, était plus lent et moins sécurisé. Apple n'autorisera même pas les navigateurs concurrents à fournir différents drapeaux d'exécution à WebKit, donc en différents flags. Au lieu de cela, Fruit Corporation, c'est pas un problème de traduction, c'est lui comme ça qu'il l'appelle, publie un ensemble dérisoire d'options qui portent une odeur indubitable d'exigence d'application de première partie. Donc en gros, c'est une sacrée odeur de... comment on pourrait traduire ça correctement en français, de préférence auprès de leurs propres applications. Arcelarus qui dit, en gros il accuse Apple de faire ce que fait Google, vous allez voir c'est plus subtil que ça. Apple continue de privilégier l'accès exclusif à l'API pour Safari, par exemple la possibilité d'installer des applications progressives sur l'écran d'accueil, implémenter des codecs multimédia, etc. Ça tu peux pas le faire depuis autre chose que Safari. Les défenseurs du monopole d'Apple proposent des affirmations difficiles à tester, mais beaucoup se résument à l'idée que le produit d'Apple est inférieur par nécessité. Cette ligne est franchement insultante pour les bonnes personnes qui travaillent sur WebKit. Ce sont d'excellents ingénieurs, certains des meilleurs. Livre pour livre ? Pound for pound. Oui d'ailleurs, d'accord. Certains des meilleurs, mais il n'y en a pas assez et c'est un choix. WebKit ne pourrait pas rivaliser s'il le fallait. C'est une citation d'un argument qui pourrait être donné. Personnellement, personne ne l'encadre précisément de cette façon. Personne ne le dit de cette manière-là, que WebKit ne pourrait pas rivaliser s'il le fallait. À la place, ils diront que si WebKit n'était pas mandaté, n'était pas obligatoire par Apple, Chromium prendrait le relais, ou Google dominerait le web sans la restriction WebKit. Cet avenir potentiel nécessite des mécanismes d'action pour amener les utilisateurs de Safari à changer. Quels sont ces mécanismes et pourquoi ceux qui les commandent sont-ils si sûrs que la fin est proche pour WebKit ? Les changements passés par rapport au navigateur par défaut du système d'exploitation reposaient sur des fonctionnalités supérieures, des meilleures performances, une sécurité améliorée et une compatibilité de sites supérieure. C'est vrai qu'avant, quand on changeait de navigateur, c'est parce qu'on trouvait le nouveau navigateur mieux. Alors, pendant un temps. Après, ça a été beaucoup d'histoires de campagnes de publicité. Le marketing et la distribution jouent un rôle de premier plan, mais ont été indécis dans les récentes batailles de navigateurs. Les pistes des titulaires de systèmes d'exploitation ne sont pas insurmontables, car les navigateurs sont des produits dont les coûts de changement sont relativement faibles. Les meilleurs produits ont tendance à gagner. Alors là, il montre une image qui se charge pas, et c'est bien dommage. Est-ce que je peux ouvrir juste l'image ? Voilà. Donc là, on voit l'évolution de la part de marché des navigateurs, donc de un peu avant 2010 à 2022. On voit Internet Explorer qui fait oui et qui tombe quasiment à 0%. On voit Chrome qui monte, mais alors à une vitesse délirante. On voit Firefox qui se casse la gueule, quand même, qui se casse vachement la gueule. Et Safari qui garde raisonnablement sa taille, sachant que là on est sur les browsers desktop. Donc desktop, ils ont quand même pris quasiment 10%, alors c'est vrai que c'est un peu pété comme truc, c'est dommage que ce soit pas 10, 20, 30, etc. Mais on est à peu près sur 10% pour ça. Et les autres aussi à peu près dans ces eaux-là. Parce que dans les autres, je pense qu'il y a Edge. L'interdiction par Apple de la concurrence des moteurs de navigateurs iOS, donc comme vous avez compris, sur iOS, vous ne pouvez pas avoir autre chose que WebKit. Donc en fait, si vous avez d'autres navigateurs, parce que vous pouvez télécharger d'autres navigateurs, mais c'est juste des skins sur WebKit, a épuisé le potentiel de choix de navigateurs pour apporter des améliorations. Sans la possibilité de se différencier par les fonctionnalités, la sécurité, les performances, la confidentialité et la compatibilité, qu'y a-t-il à vendre ? Une interface utilisateur un peu différente, bon, c'est significatif, mais les fonctionnalités web, tout aussi faibles, limitent le potentiel de chaque navigateur iOS. Personne ne peut aller de l'avant et aucun produit ne peut offrir des fonctionnalités tournées vers l'avenir qui pourraient faire du web une plateforme plus attrayante. Je fais une petite pause. Il y a 4L qui le dit dans le chat. Chrome, je suis sûr qu'ils vont essayer d'intégrer DartVM maintenant qu'ils ont le quasi-monopole. Ça avait échoué il y a 7 ans. Je ne pense pas du tout, pour le coup. Merci Mika Gourou pour ton follow.
Je ne pense pas du tout 4L. Déjà parce que, en fait, il n'y a pas besoin, puisque Dart, tu peux le transpiler sans problème en JS, donc ça n'apporterait rien. Et ensuite, non, c'est-à-dire qu'ils ont tellement eu un backlash fort que jamais ils s'y remettent. Mais vraiment, hein, enfin, genre, ça n'a aucun intérêt pour le coup. En plus, je vois même pas quel serait l'intérêt pour eux, puisqu'ils sont vachement investis dans JavaScript, donc ça serait contre-productif. Euh, Cela fonctionne comme prévu. Donc là, on a une capture d'écran des règles. Et les politiques d'Apple empêchent explicitement une concurrence significative entre les navigateurs sur iOS. En 2022, vous pouvez avoir n'importe quel, n'importe quel default que vous aimez, tant que c'est aussi buggé que Safari. Voilà. Et 4L, effectivement, tu soulignes que maintenant, au pire... Non, mais même pas sur Wasm, je sais pas pourquoi tu parles de Dart sur Wasm. Enfin, Dart se transpile très bien en JS, hein. Genre, c'est une correspondance 1-1 que tu peux avoir. Il n'y a aucune raison de le transformer en Wasm. Enfin, pour le coup, tu peux le faire, si, parce que du coup, c'est encore plus rapide. Mais au pire, tu le transpiles en JS, ça marche très bien, hein. Dart se transpile très 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 bien en JS. Donc, parce que justement, ils avaient eu tel backlash qu'ils avaient développé ce qu'il faut pour le transformer en JS. Donc vraiment, il n'y a même pas besoin de le passer en Wasm, hein. Pour le coup, on peut leur faire plein de procès d'intention, mais alors pour le coup, celui-là, je n'y crois pas du tout. Ils vont faire plein d'autres problèmes potentiels, mais pas celui-là. Notamment de pousser des API toutes pétées que Firefox ne voudront pas copier pour de bonnes raisons, et que du coup, ça fera des différences de plus en plus grandes potentiellement. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais je suis pas non plus pour qu'on laisse Safari, pour cette mauvaise raison, ne pas avoir de concurrence, tu vois. C'est ça un peu le truc pété. Surtout qu'il faut pas commencer à croire que Apple serait un gardien de rien du tout, Apple, hein. De toutes les raisons de changer de navigateur, la compatibilité est souvent la plus convaincante. Les principaux sites demandent aux utilisateurs de changer. Les principaux sites demandant aux utilisateurs de changer sont incroyables efficaces dans l'ensemble. La compatibilité décrit à la fois la capacité d'un navigateur à afficher le contenu existant et la capacité des développeurs à s'appuyer sur un ensemble de fonctionnalités entre les navigateurs. La prise en charge des normes est un sous-point de ce dernier problème, mais il agit comme un indicateur de suivi de la qualité du moteur. Bah oui, parce que, en gros, même si quelque chose n'est pas standard, les gens voudront que ce soit compatible quand même. Donc on préfère que ce soit des standards, comme ça n'importe qui arrive, et n'importe qui fait un navigateur peut normalement le développer. Ils n'ont pas besoin de deviner comment ça marche, et de s'appuyer sur des bugs, ou de repliquer du coup des bugs. Mais bon, voilà. Et salut Will. Sur les systèmes d'exploitation avec la concurrence des navigateurs, les sites peuvent recommander des navigateurs avec des moteurs qui coûtent moins cher à prendre en charge ou débloquer des fonctionnalités cruciales. Cependant, et merci Mosvisio pour ton follow. Cependant, les développeurs répugnent à le faire. Refuser les utilisateurs n'est pas une stratégie de croissance gagnante et inciter les visiteurs à changer de site est dépassé. C'est très compliqué effectivement de dire aux gens ah non, mais ce site marche pas sur mon navigateur. Enfin, genre, si t'as un site qui marche pas avec ton navigateur, tu vas pas forcément dire je vais sur un autre site. Tu vas dire bah, je vais changer de navigateur en fait. Pourtant, in extremis, une fonctionnalité manquante ou le cortège de bugs époustouflants peuvent rendre des services impossibles à faire, enfin à délivrer quoi. Dans ces cas, suggérer une alternative vaut mieux perdre complètement les utilisateurs. Ça veut rien dire ça par contre. In this case, suggesting an alternative beats losing. Oui, d'accord. Donc, suggérer une alternative vaut mieux que de perdre complètement les utilisateurs. Il manquait un que. Et s'il n'y avait pas de meilleure alternative, c'est la situation qu'Apple a construite sur iOS. Qui en profite? Donc, en gros, l'idée, c'est ça, c'est si t'es pas capable... Merci beaucoup, Minachou, pour ton Prime. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Oui, le truc qui est assez fou, c'est de se dire que aujourd'hui, si une fonctionnalité n'est pas disponible sur le navigateur de Safari, vous pouvez pas l'implémenter. Autrement qu'en faisant votre propre app. Merci Chris. C'est fou quand même, quand on y pense. Ça veut vraiment dire, ok, c'est Apple qui décide de tout l'Internet. Alors vous allez me dire, Google peut aussi, c'est pas faux. Mais Apple peut, quoi. c'est un peu compliqué quand même. Tous les navigateurs iOS se présentent comme Safari aux développeurs. Il est inutile de recommander un meilleur navigateur car aucun n'est disponible. La masse combinée de toute la navigation iOS rattachée au bord de fuite, peg to the trailing edge.
Je vois pas trop ce qu'il veut dire par là, mais signifie que les gens doivent prendre en charge WebKit ou décamper pour l'App Store d'Apple, où il offre des fonctionnalités comme des bonbons mais à un prix choquant. Voilà, c'est le truc, c'est qu'en gros, soit tu as ta fonctionnalité dans le web et dans ce cas-là tu fais ce que tu veux, soit il faut que tu passes par l'App Store et dans ce cas-là tu as encore plus de restrictions de la part d'Apple. Pas forcément des restrictions dans le terme d'application, mais dans le terme de ce que tu as le droit de faire en fait via leur truc. Merci Cactus Jack pour ton follow. L'insuffisance obligatoire d'iOS a convaincu certains que lorsque le bon choix de navigateur est possible, bon choix de moteur est possible, une majorité écrasante d'utilisateurs passera à des navigateurs avec de bien meilleurs moteurs. Cela, à son tour, amènera les utilisateurs à lésiner sur les tests pour Safari, rendant inévitable que les navigateurs basés sur WebKit et d'autres moteurs minoritaires ne peuvent pas rivaliser. Voilà. Et ça, c'est la théorie qui est donnée. Ou alors la théorie va. J'adore. Ou alors la théorie va. Or so the theory goes. On sent quand même la traduction de bonne qualité de Google. Hein. Donc, ainsi, en français, on dirait ainsi va la théorie. Donc, en gros, là, ce qu'il est en train de dire, et c'est une théorie qui revient régulièrement, et c'est vrai, c'est en gros, ah non, mais si vous laissez Google avoir son navigateur vraiment, c'est-à-dire avoir son vrai navigateur sur iOS, alors, Apple, tout de suite, tout le monde partira d'Apple. Et je suis pas d'accord, et lui non plus. Donc, mais est-ce prédestiné ? Peut-être que certains navigateurs changeront, mais les changements de marché de navigateurs prennent beaucoup de temps, et Apple bénéficie de nombreuses défenses. Dans la mesure où Apple veut gagner des développeurs et éviter de perdre des utilisateurs, il a tout son temps. Il a fallu plus de 5 ans à Chrome pour gagner une part majoritaire sur Windows. Ça, c'est vrai. Hein. Sur une part majoritaire sur Windows avec un produit supérieur. En tout point, vraiment, par rapport à Internet Explorer. Et il n'y a aucune raison de penser que la part de navigateur d'iOS évoluera plus rapidement. Les mandats réglementaires sur le choix du navigateur prendront également plus d'1 an à rentrer en vigueur, ce qui laissera à Apple beaucoup de temps pour réagir. Et c'est la limite inférieure. Le modèle de conformité malveillante d'Apple, donc en gros c'est Apple qui fait exprès de ah oui, il faut proposer un choix, alors je fais un truc improbable. Voilà, bon, ça c'est la conformité malveillante, c'est être de mauvaise foi par rapport à une loi. Le modèle de conformité malveillante d'Apple repoussera probablement un peu plus loin l'opportunité d'un véritable choix. Alors qu'Apple se bat bec et ongle pour empêcher le choix de navigateur, il tentera de créer une ambiguïté pour les fournisseurs de navigateurs, retardant ainsi les investissements dans les portages. Une façon d'y parvenir est d'obliger les fournisseurs, donc les fournisseurs de navigateurs, à contester chaque API manquante par le biais d'un processus ardu et intentionnellement long, une zone géographique à la fois. Donc faut imaginer Apple qui rend possible le moteur, mais pas certaines fonctionnalités, et donc en Europe, tu auras par exemple Mozilla qui ira dire « Ah non, mais nous on a besoin de cette fonctionnalité-là », et donc Apple qui va dire « Ah non, mais j'ai pas compris ça dans la loi, etc. etc. » Donc on peut imaginer quand même un truc assez long, et voilà. Pourquoi les développeurs recommanderaient-ils des alternatives si Safari ajoute des fonctionnalités, améliore la sécurité, donne la priorité aux performances et fumige les bugs et corrige les bugs de manière époustouflante? N'oubliez pas, les développeurs ne veulent pas inviter l'utilisateur à changer, ils ne font que sous la contrainte. Les fonctionnalités et la qualité de Safari sont entièrement sous le contrôle d'Apple. Ça, je suis d'accord. Si Apple fait un bon navigateur, je vois pas pourquoi les gens iraient changer de navigateur parce qu'ils ont envie de changer de navigateur. Donc, étant donné qu'Apple a beaucoup de temps pour rattraper son retard, est-ce une décision commerciale rationnelle d'investir suffisamment pour être compétitif ? C'est vrai. Les navigateurs sont des grandes entreprises. Les navigateurs sont à la fois des grandes entreprises, pas dans le sens des compagnies, c'est des big business, c'est des grosses affaires. C'est ça. Les navigateurs sont des grosses affaires. Les navigateurs sont à la fois des projets d'ingénierie à grande échelle et à l'échelle industrielle. Des centaines de personnes sont nécessaires pour mettre en œuvre et maintenir un navigateur compétitif avec des spécialisations dans presque tous les domaines de l'informatique. Experts en classe mondiale en graphisme, mise en réseau, cryptographie, base de données, conception de langage, implémentation de machines virtuelles, sécurité, convivialité, notamment la sécurité utilisable, donc en gros s'assurer que même l'interface ne te pousse pas à faire des trucs à la con, gestion de l'alimentation, compilateur, police, de caractère évidemment, mise en page haute performance, codec, médias en temps réel, audio et vidéo et une spécialisation par système d'exploitation sont nécessaires. Ça demande beaucoup de monde. Et puis vous avez besoin d'infrastructures, beaucoup d'infrastructures. Combien tout cela coûte-t-il ? Un plancher raisonnable provient des rapports annuels de Mozilla. Les derniers états financiers consolidés datent de 2020 et montrent que, sans les dépenses de marketing, Mozilla dépense entre 380 et 430 millions de dollars américains par an pour le développement
de l'échelle pour le software. C'est énorme. Les salaires sont la grande catégorie de ces coûts, donc entre 180 et 210 millions de dollars. Et Mozilla économise en embauchant des employés remote sans offrir de grosses primes ni de rémunération à base d'actions. Alors ouais, ça c'est vrai et faux. C'est-à-dire que oui, effectivement, ils économisent, mais leurs salaires sont régulièrement un petit peu plus hauts. Alors pas forcément que Google, mais que d'autres entreprises du marché, parce que justement, ils n'ont pas de stock option à fournir. À partir de ces données, nous pouvons supposer que le coût de base pour créer et maintenir un navigateur multiplateforme, donc un peu partout, compétitif à 450 millions de dollars par an. Vous vous rendez compte combien ça coûte de faire un navigateur web? 450 milliards par an. Millions par an. 450 millions de dollars. C'est énorme. Les fournisseurs de navigateurs financent leurs projets d'ingénierie logicielle à l'échelle industrielle grâce à des intégrations. Les moteurs de recherche payent les fabricants de navigateurs pour le placement par défaut de leurs produits. À leur tour, ils gagnent beaucoup d'argent parce que les navigateurs leur envoient des recherches d'intentions transactionnelles et commerciales dans le cadre de flux de requêtes. Salut Subbod, merci pour ton premier message. Et oui, c'est ouf. Et donc comme il explique, voilà, comment gagnent les navigateurs, c'est parce qu'en fait là-haut, quand je vais taper quelque chose, quand je vais taper coucou là-haut, et en fait ça va être envoyé à Google pour faire des recherches. Donc pour Google, ça vaut le coup d'être premier, et donc c'est des enchères qui existent, et donc c'est des enchères qui montent dans les milliards d'euros. C'est des enchères qui sont tous les 5 ans, je crois. Les annonceurs enchérissent le plus, voilà, pour placer des annonces par rapport aux mots-clés de recherche dans les catégories d'intention commerciale. Catégorie d'intention commerciale, qu'est-ce que c'est en anglais? Parce que c'est moche en français. Ah bah non, mais Commercial Intent Categories, donc c'est vraiment ça. Ce marché finance à son tour tous les coûts de recherche et développement et d'exploitation des moteurs de recherche, y compris les coûts d'acquisition de trafic comme les offres par défaut de recherche de navigateurs. Donc c'est ça en fait, c'est un peu ça qui fait que ça revient intéressant. De combien d'argent parlons-nous? Les 450 millions de dollars de revenus annuels de Mozilla proviennent d'environ 8% du marché des ordinateurs de bureau et d'une part négligeable du mobile. Les navigateurs sont de grosses affaires, sont des big business. WebKit n'est pas un organisme de bienfaisance, oui c'est important de le rappeler. Bien qu'ils soient largement open source, les navigateurs et leurs moteurs ne sont pas des produits d'Apple. Safari, en particulier, est extrêmement rentable. J'adore le extrêmement. Extrêmement rentable. Le New York Times a rapporté fin 2020 que Google verse désormais à Apple entre 8 et 12 milliards de dollars par an. Milliards, c'est énorme. 8 et 12 milliards de dollars par an, contre 1 milliard de dollars en 2014. Deux estimations placent les paiements actuels dans la fourchette de 15 milliards de dollars. Qu'est-ce que ce torrent d'argent tout puissant achète à Google? Les recherches, de préférence à des fins commerciales. Bah oui, parce que si t'es le premier navigateur, t'es le premier dans la liste, donc t'es là où... Le mobile représente les 2/3 du trafic web, à peu près, ce qui rend l'adoption démesurée d'iOS parmi les utilisateurs fortunés. Particulièrement importante pour les éditeurs et les annonceurs. Oui, parce qu'en fait, voilà, c'est ça, c'est que si tu es en plus premier dans les moteurs de recherche d'un navigateur comme Safari, où c'est des gens qui ont déjà acheté un iPhone, tu chopes des gens qui ont potentiellement plus d'argent à dépenser. Donc c'est vraiment un truc ultra clé à avoir. Les paiements de Google à Apple sont largement motivés par l'iPhone plutôt que par ses produits de bureau de niche, parce qu'en fait les Macs c'est pas tant utilisé que ça, où la concurrence efficace des navigateurs a réduit l'importance des défauts d'Apple, enfin de ce que choisit Apple par défaut. N'est-ce pas non? Jamais. C'est un peu mon What the Cut 38. N'attendez pas la graphonique, ça n'arrivera jamais. Alors voilà, des graphes, c'est toujours intéressant les graphes. Donc, il s'appuie, donc c'est un marché américain, donc il s'appuie sur les stats du gouvernement, donc des sites du gouvernement américain, ce qui permet d'avoir un peu tout le monde, parce qu'un peu tout le monde est obligé de déclarer ses impôts, c'est un peu ça l'esprit. On voit que Safari c'est 52%. Oh, c'est énorme. Ah oui, sur macOS. Je me disais aussi, c'était bizarre. Part de marché sur macOS, Safari 52%, Chrome 43%, Firefox 3,6%. Déjà, on regarde que sur macOS, où n'importe qui peut prendre n'importe quel navigateur, Safari a quand même 52% de part de marché. Hein. C'est notable. Ah cool, marrant, n'est-ce pas non? Bonne mémoire. Et alors, du côté d'iOS, Safari est à 87%. Non mais, comment vous voulez pas que ce soit considéré comme un monopole? 87% des requêtes qui arrivent sur les sites du gouvernement américain,
qui viennent d'iOS viennent de Safari. C'est clairement Enfin, il y a un problème, quoi. Sachant que vous pouvez installer Chrome, hein, on le rappelle. C'est un skin, donc du coup ça sert pas à grand chose, mais si c'est qu'une histoire de marque, tu vois, bah tu peux installer Chrome, et ça change rien, mais tu peux installer Chrome. Et Chrome n'est que 8%. Et en vrai, bah, Safari a un énorme avantage, quoi. Et évidemment, iOS, c'est 75% des visites par rapport à macOS. Si on prend macOS et iOS, iOS est largement devant, quoi. Même avec les salaires un peu plus élevés d'Apple par ingénieur, le squelette de WebKit, combiné à la tâche plus facile de prendre en charge moins de plateformes, suggère qu'il est peu probable qu'Apple dépense beaucoup plus que Mozilla pour le développement de navigateurs. Bah oui, parce qu'en fait, ils font vraiment pas grand-chose. En 2014, Apple aurait bénéficié d'une marge bénéficiaire de 50% s'il avait dépensé un demi-milliard pour l'ingénierie des navigateurs. Aujourd'hui, cette marge serait de 94 à 97%. Vous vous rendez compte ? 97% de marge. Selon le chiffre que vous estimez pour les paiements de Google. Ça, c'est délirant, quoi. En termes absolus, c'est plus de profit qu'Apple ne fait en vendant des Mac. C'est fou, non ? Comparez le réinvestissement de 3 à 6% des revenus de recherche de Cupertino sur le web avec l'engagement de Mozilla de près de 100%. Et rappelez-vous que Mozilla a toujours fourni un moteur supérieur à un plus grand nombre de plateformes. Parce que vraiment, Gecko est mieux que WebKit sur énormément d'aspects. Et ils le font sur plein de plateformes. Je ne sais pas ce qui est le plus embarrassant, que certaines personnes affirment sans détour qu'Apple s'efforce de créer un bon navigateur, ou qu'il est constamment dépassé en termes de performance, de sécurité et de compatibilité par une fondation courageuse à but non lucratif, qui fait seulement 5% des revenus web d'Apple. J'avoue, ça la fout mal quand même. Alors je suis d'accord avec Chuck, je sais pas s'il est encore là, sur le fait que c'est un peu un troll, mais en vrai, ce qu'il raconte, c'est vrai que ça la fout mal pour Apple, quoi. Surtout qu'Apple a une quantité de cash phénoménale. Choices, choix. C'est tellement pas vrai sur les performances, bah... ça dépend, hein. Ça dépend sur quelle plateforme tu es, mais WebKit est pas particulièrement bon par rapport à un Chromium ou par rapport à Gecko, hein. Si tu prends les Nightly, évidemment. Steve Jobs a lancé Safari pour Windows. Et puis, attendez juste combien même, je reprends l'argument. Même si les performances étaient un tout petit peu meilleures, quelques pourcents, vu la quantité de cash qu'ils ont, ils pourraient investir beaucoup plus. Et WebKit, quand même, pendant très longtemps, là ils commencent un peu à se bouger parce que je pense qu'ils ont le même effet que Internet Explorer quand ils savaient que la concurrence allait revenir. Mais c'est vrai. Alors Cactus, Jacques a quand même raison sur le monopole de Chromium, hein. Ça, les deux ne sont pas incompatibles, hein. On peut dire qu'il y a un problème avec le fait qu'Apple force son monopole, et de dire que Chrome a un comportement monopolistique qui pose problème. Les deux sont pas incompatibles, hein. Steve Jobs a lancé Safari pour Windows dans le même discours qu'ouverture que la WWDC qui a dévoilé l'iPhone. Oui, on oublie, hein, mais quand ils ont présenté l'iPhone, ils ont aussi dit « Ah, Safari arrive sur Windows ». Les commentateurs se concentrent souvent sur le pitch original basé sur le web de l'iPhone, parce qu'à l'époque, ils disaient « Pas besoin, il n'y a pas d'app, allez sur le web et vous aurez vos apps ». Mais ne donne pas de bâton à Apple, enfin ne tape pas sur Apple, pour avoir réduit la diversité des moteurs en abandonnant Windows 3 versions plus tard. Oui, parce que Apple a des tonnes de thunes, alors ils en avaient moins à l'époque, mais ils avaient des tonnes de thunes, mais ils sont restés que, littéralement, 3 versions sous Windows. Donc là encore, vous êtes tous à dire, enfin vous, je sais pas que c'est vous, mais les monopoles, etc. Mais Apple ne s'est pas lancé plus que ça sous Windows, hein. Safari sous Windows n'existe plus, tout à fait. Alors qu'ils auraient pu continuer. Aujourd'hui, Apple n'est pas en concurrence en dehors de son territoire. Et lorsqu'il a une agence, je sais pas ce que ça veut dire en français, mais il empêche les autres de le faire. Ce ne sont pas les actions d'une entreprise qui tente consciemment de promouvoir la diversité des moteurs. Si Apple est un allié dans cette cause, ce n'est que par accident. Et je crois que c'est vraiment ça la thèse du truc, hein. C'est en gros de dire, faut arrêter de dire que grâce à Apple on a la diversité. Non, c'est un accident qu'Apple le fasse. Les théories qui postulent qu'une prise de contrôle par Chromium rejette le pouvoir d'Apple sur une situation qu'elle a créée et qu'elle s'engage à renouveler chaque année par le biais de son processus de budgétisation. Ce n'est pas une question de ressources. Rappelons qu'Apple dépense 85 milliards de dollars par an en rachat d'actions, donc littéralement en donnant du cash à ses actionnaires, 15 milliards de dollars de dividendes,
bénéficie d'un flux de trésorerie disponible supérieur au budget annuel de 47 pays et conserve des dizaines de milliards de dollars de liquidités. Et cela sans parler des plus de 100 milliards de dollars d'investissement à long terme non liés aux affaires d'Apple. Même si Safari était un produit d'Apple, Apple serait en mesure d'éviter de produire un moteur plus lent, étouffé, moins sécurisé et réputé buggé sans se ruiner. Apple a besoin de moins de personnel pour fournir des fonctionnalités équivalentes car Safari prend en charge moins de systèmes d'exploitation. Les investissements nécessaires sont aussi des dépenses de R&D qui bénéficient de lourds avantages fiscaux. Oui, ça c'est vrai en plus. Quand tu fais de la R&D, souvent tu peux déduire ça de tes impôts en tant que boîte, c'est délirant. Apple profite de remises enviables pour produire un navigateur crédible mais s'y refuse. Contrairement aux efforts tardifs et sous-alimentés de Microsoft avec, j'en parlais tout à l'heure, avec Internet Explorer de 7 à 11, Safari bénéficie d'une compatibilité web tolérable, d'une part de plus de 90% sur un système d'exploitation populaire et d'un trésor de guerre inouï d'argent disponible pour financer une défense. L'apocalypse postulée semble loin et tout à fait dans le pouvoir d'Apple de la prévenir. Donc, en gros, l'idée, c'est de dire, non mais attendez, si Chrome arrive, ce qui va arriver, puisque le Parlement européen a voté ça, a dit qu'elle était OK pour le voter, et normalement ça va être voté dans pas si longtemps, dans quelques semaines. Ça va arriver, quoi. Donc quand ça va arriver, non, Apple va pas tout de suite jeter l'éponge, quoi. Développement récent. Une façon de comprendre la nature volontaire de la faible compétitivité de Safari est de mettre en contexte la récente poussée d'efforts de Cupertino. Donc là, il met un lien vers les release notes de Safari qui, effectivement, se sont mis à jour largement. On en avait parlé dans lundi.net, je crois, le 2 ou le 3, où on avait lu un peu, peut-être l'un des premiers d'ailleurs, peut-être le premier, où on avait lu un peu les release notes pour montrer que Safari se bougeait le cul et que c'était super. Lorsque les régulateurs et les législateurs ont commencé à poser des questions en 2019, une réponse s'imposait. À la suite des questions du Congrès sur le choix de navigateur par défaut, Apple l'a discrètement autorisé via iOS 14, mais avec la poigne de main. Comment il le traduit, ça ? Ham-fistedly, oui, donc en n'étant pas très content, quoi. L'année suivante. Au cours des 6 derniers mois, l'équipe de Safari s'est lancée dans une véritable vague de recrutement. Ah oui, ça c'est vrai, ils ont augmenté la taille. Tiens, bizarrement, dans les 6 derniers mois, ils ont augmenté la taille des développeurs attachés au navigateur. Pourquoi ? C'est étonnant, non ? Ah bah ça alors. Les annonces de la WWDC dans ce mois-ci montrent que l'investissement fait une différence. En dépensant plus en réponse à la pression réglementaire, Apple a éviscéré l'idée qu'il n'aurait pas pu fournir un navigateur plus sûr, plus performant et plus compétitif plusieurs années plus tôt. C'est vraiment une situation de monopole, quoi. L'investissement supplémentaire est relativement important par rapport à la taille précédente de l'équipe Safari, mais en termes de... Alors, P&L, c'est quoi ? Achat et perte, oui d'accord, de profit and losses d'Apple, c'est de la petite monnaie, c'est un pouillem. Comme on pouvait s'y attendre, l'embauche de talents pour rattraper leur retard n'a entraîné aucune perte appréciable de rentabilité. Le potentiel concurrentiel de tout navigateur dépend des effectifs, et Apple n'est pas limité dans sa capacité à embaucher des ingénieurs talentueux. Les efforts récents montrent qu'Apple a été en mesure de construire un meilleur navigateur depuis le début, et année après année, décide de ne pas le faire. Oui, Amica a raison de le dire, en plus ils font qu'une release une ou deux fois par an. Bon, après c'est pas forcément un problème, hein. Genre s'ils font des grosses releases et qu'ils le font comme une à deux fois par an, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'effectivement ils en font pas énormément. Je trouve que c'est plus Chrome et Firefox qui ont fait un choix qui leur est leur, et je le critique pas, de faire beaucoup de releases. Je sais pas si on peut reprocher à Safari de faire moins de releases. Parce qu'en vrai, faire une release tous les 6 semaines, c'est quand même beaucoup de releases. Comment Apple a vidé les chances de Mozilla ? Oula. Pendant plus d'une douzaine d'années, il était impossible de définir un navigateur autre que Safari comme navigateur par défaut pour iOS. Ça, on vous l'a bien assez dit. Ceci, bien sûr, a permis à Safari de prendre une énorme part de marché. Pendant ce temps, les restrictions sur le choix du moteur entravent les arguments des concurrents pour expliquer pourquoi les utilisateurs devraient changer. Mais ne me croyez pas sur parole, voici le récent UK CMA Final Report on Mobile Ecosystems, résumant les soumissions de Mozilla et d'autres, enfin les propositions de Mozilla et d'autres, enfin ce qu'a indiqué à la Grande-Bretagne. La restriction WebKit signifie également que les fournisseurs et navigateurs qui souhaitent utiliser Blink, donc ça c'est le moteur de Chrome, ou Gecko, le moteur de Firefox, sur d'autres systèmes d'exploitation doivent créer leur navigateur sur 2 moteurs de navigation différents. Bah oui, parce que du coup, ils doivent utiliser WebKit. Plusieurs fournisseurs de navigateurs ont indiqué que la nécessité de coder leur navigateur à la fois pour WebKit et pour le moteur navigateur qu'ils utilisent sur Android entraîne des coûts plus élevés et des fonctionnalités déployées plus lentement.
2 fournisseurs de navigateurs ont indiqué qu'ils n'offraient pas de navigateur mobile pour iOS en raison du manque de différenciation et des coûts supplémentaires. Tandis que Mozilla nous a dit que la restriction WebKit avait retardé son entrée dans iOS d'environ 7 ans. Ce sont 7 ans de marketing, d'itération de fonctionnalités et de fidélité à la marque que Mozilla a sacrifié sur le principe que s'ils ne pouvaient pas apporter leur différenciation de base, il était inutile d'essayer. Cela aurait été mieux si Mozilla avait fait du chahut plutôt que d'espérer que le monde remarquerait sa vertu stoïque, mais heureusement le T-Rex s'est réveillé de son sommeil, puisqu'il avait fait un blog post en disant on a besoin d'une réforme antitrust. Compte tenu des moments difficiles dans lesquels la fondation Mozilla s'est retrouvée, il semble utile d'essayer de quantifier les coûts. Mozilla doit financer une équipe distincte pour redévelopper toutes les fonctionnalités de son navigateur phare sur un environnement d'exécution moins performant. Chaque fonctionnalité qui interagit avec le contenu web doit être redéveloppée d'une manière ad hoc à l'aide d'outils inférieurs. Tout, du remplissage automatique des formulaires à la gestion des mots de passe en passant par le blocage de contenu, nécessite des ressources d'ingénierie supplémentaires pour être créées pour iOS. Non seulement ce développement fiscal du produit iOS de Mozilla, ça veut rien dire ça. Non seulement cela coûte comme développement spécifique pour iOS, mais il rend les lancements de fonctionnalités coordonnés plus difficiles et coûteux sur tous les ports. Plus fondamentalement, tous les portages sur les différentes plateformes. Plus fondamentalement, les politiques iOS contre le choix navigateur par défaut, combinées avec le navigateur intégré à l'application et manigance du point d'entrée de la recherche, ont retardé et dévalué le choix de navigateur. Jusqu'à fin 2020, les utilisateurs devaient appuyer explicitement sur l'icône de Firefox sur l'écran d'accueil pour revenir sur leur navigateur. À la place, taper naïvement sur les liens chargés du contenu dans Safari. Donc t'imagines, tu te fais chier à ouvrir Safari. Mais je l'ai vécu parce qu'à une époque, c'était pas disponible. J'avais acheté mon iPad peu avant. Parce que j'ai acheté un iPad. Bref. Tu tapes sur tu ouvres Firefox parce que tu crois avoir Firefox, parce que tu as aussi ton historique, etc. partagé sur toutes tes plateformes. Tu tapes un lien, etc. Ça ouvre une app, et ben depuis cette app, si tu recliques sur un lien, ça repart sur Safari. C'était fou, ça rendait fou. À la place, taper naïvement sur des liens chargés du contenu dans Safari. Cette expérience partagée provoque une sorte d'oubli généralisé, rendant le web moins utile. Cela nuit également aux fabricants de navigateurs. Sur les systèmes d'exploitation concurrents, convaincre un utilisateur de télécharger un nouveau navigateur a une chance de convertir la quasi-totalité de sa navigation vers ce produit. iOS, ainsi que les applications mobiles Android et Facebook, sapent cela en divisant constamment la navigation, en ignorant la valeur par défaut de l'utilisateur. Lorsque les utilisateurs ne se retrouvent pas systématiquement dans leur navigateur, les recherches y sont moins fréquentes, ce qui affecte les revenus. Les développeurs web ressentent également cela comme une réduction de la part visible de navigation des produits concurrents, ce qui réduit les incitations à prendre en charge les moteurs alternatifs. Salut Jonathan. Il fait Pong. Ah, c'est quoi PNL? PNL, c'est du rap. Je comprends maintenant seulement la vanne. Cela nuit également aux éditeurs qui ne peuvent pas compter sur la possibilité pour les utilisateurs d'accéder facilement au contenu payant auquel ils s'étaient précédemment connectés via leur navigateur. Oui, parce que c'est ça en plus, c'est que c'est horrible. Imaginons tu te logs sur Libération sur ton Firefox, et en fait, tu vas retomber sur une navigation web, donc dans ta tête c'est du web, tu te dis pas forcément c'est avec Firefox, mais tu crois que t'es dessus, et là t'es pas connecté. Et tu dis mais attends, qu'est-ce que je suis? Et en fait, tu te rends compte que t'es sur Safari. Ça rend fou, hein, vraiment ça rend fou. Les taux d'enchères publicitaires sont également supprimés. Bon, ça, par contre, on va aller vous faire foutre. Un manquement de fonctionnalités de réengagement telles que les notifications push sont la cerise pourrie sur le dessus, obligeant les sites à pousser les utilisateurs vers l'App Store, où Apple ne déconnecte pas les utilisateurs au hasard ou ne prive pas les éditeurs de fonctionnalités clés. Alors ça, c'est un autre sujet, c'est le côté passer sur l'app pour avoir une vraie fonctionnalité. En fait, c'est pas sain. C'est même pas sain, en fait, pour les utilisateurs. Il y a tant de possibilités de traçage par les apps, que si Apple était cohérent sur cette histoire de on veut pas tracer, ben laisse les gens utiliser simplement ton navigateur en fournissant l'une des fonctionnalités les plus demandées, qui est les notifications push. Bref. Les utilisateurs, les fabricants de navigateurs, les développeurs web et les entreprises web sont tous perdants, un véritable butin de destruction de valeur. Dos de la serviette. Le pantomime du choix de navigateur sur iOS a créé un web anémique et amnésique. Taper sur des liens est plus fastidieux que surfer lorsque le remplissage automatique échoue, les mots de passe sont perdus et l'état de connexion est oublié. Les navigateurs perdent de leur valeur à mesure que le web cesse d'être un moyen fiable d'accomplir les tâches. Peut-on quantifier ces pertes ?
Il est difficile d'estimer les affaires perdues à cause de la frustration des utilisateurs et la baisse du taux d'annonce. Mais nous pouvons extrapoler ce qu'une douzaine d'années de choix aurait pu signifier pour Mozilla, à partir de ce que nous savons de la façon dont Apple monétise le web. Aux fins de l'argumentation, supposons que Mozilla serait payé pour le trafic web au même taux qu'Apple, 8 à 15 milliards de dollars par an pour environ 75% de la part de trafic provenant des systèmes d'exploitation d'Apple. Alors en vrai, c'est un peu fou de faire cette réflexion-là, mais bon. Si les chiffres du trafic vers les sites web du gouvernement américain sont des proxys raisonnables pour le mélange du trafic iOS, macOS, c'est un gros si, alors une part égale pour Safari sur iOS et macOS vaudrait 215 à 400 millions de dollars par an. Placé différemment, il y a des raisons de penser que Mozilla n'aurait pas subi de licenciement. Alors bon, là c'est vraiment le bazooka, là je suis d'accord avec le côté troll. Hein. C'est un bazooka d'arguments. Hein. Mais placé différemment, il y a des raisons de penser que Mozilla n'aurait pas eu subi de licenciement si Apple était un allié de choix. Les politiques d'Apple ont fait de Web un écosystème moins convaincant et son comportement anticoncurrentiel a fait grimper les coûts pour les fabricants de navigateurs tout en les privant de contenu. Oula, traduction qui pète un câble. Ah oui, la meilleure manière d'être correct. Il y a un sens étroit dans lequel l'argument de l'influence positive d'Apple est peut-être correct. Ayant ancré une fraction importante du trafic web à la pointe de la technologie, les entreprises qui ne décrochent pas pour l'App Store peuvent se sentir obligées de prendre en charge WebKit. Il s'agit d'une forte maligne de diversité, semblable à celle présentée par tous les autres navigateurs à la traîne au fil des ans. Au moins dans le cas d'iOS, les gens pouvaient recommander des alternatives ou des plugins pour mettre à jour la plateforme de manière transparente. Les moteurs à la traîne ont également taxé les développeurs et les entreprises, enfin, ont également fait payer en fait les développeurs et les entreprises, et à l'époque précédant les moteurs open source, la perte d'une lignée peut avoir été une perte profonde. Je comprends pas tout ce que ça veut dire. La perte d'une lignée ? Oui, pourtant c'est vraiment ça. Ah, la perte d'une lignée, genre la disparition d'Internet Explorer était une perte profonde parce que c'était tout le travail qui avait été fait dessus. Mais le fait qu'un moteur soit différent ne rend pas cette différence valable, et les différences de WebKit sont incrémentielles. Bien sûr, Blink a maintenant un moteur de mise en page plus rapide, une meilleure sécurité, plus de fonctionnalités et moins de bugs, mais comme WebKit, il vient dériver de KHTML, ça on en avait parlé la dernière fois. Les deux moteurs sont des forks et doivent de nombreux traits actuels à leurs ancêtres. Donc en plus, ce qu'il dit, c'est, certes, imaginons qu'on aurait moins de WebKit, en fait, même s'il y avait plus de Blink, pour les développeurs, ça serait pas un drame, parce que on a moins de diversité, c'est un vrai sujet, mais c'est pas comme si on n'était pas sur des navigateurs open source. Ça, je suis un peu moins d'accord avec ça, mais bon, c'est un argument qui se dit. Donc là, on a évidemment le graphe que je vous montre pas en détail. Bon, ouais, je peux vous montrer rapidement, mais... c'est la fameuse timeline des navigateurs. Donc, vous voyez tous les navigateurs qui existent, qui sont tous à droite, ceux qui existent encore là. Et on voit à peu près d'où vient qui, où. Donc là, on voit Gecko par exemple. Et normalement, on doit voir WebKit plus bas. Hop. Alors, attendez. Opera, Presto. Faut que je trouve KHTML, il est où ? KHTML, il doit arriver tard parce que c'est assez tard KHTML. Attendez. Hop. Safari, Conqueror, voilà. Conqueror a donné Safari. Donc Safari, et si on va jusqu'au bout, ça arrive jusqu'à maintenant. Alors bon, il n'y a pas les derniers trucs, mais voilà. Et normalement, on doit avoir Chrome qui doit partir de là. Je vois pas Chrome. Ah si, Chrome est là. C'est juste qu'ils n'ont pas mis de trait pour pas que ce soit trop compliqué. Chrome arrive là. Et après, ça a donné Blink, Opera, Blink, Blazed, voilà. C'est un sacré truc. Hein. L'histoire du navigateur comprend de nombreux forks et remix. Il est naïf de penser que tout cela prendra fin si iOS devient hospitalier à la concurrence du navigateur. Oui, j'avoue, il y a un petit côté genre, si iOS autorise Chrome, tout disparaît. Bon, bof. Les descendants du KHTML d'aujourd'hui ne sont pas la fin de l'histoire. De futures fourches sont possibles. De nouvelles bases de code peuvent être construites à partir de parties. En effet, il existe déjà aujourd'hui une pollinisation croisée précieuse entre Gecko, WebKit et Chromium. Contrairement aux années 90 et au début des années 2000, la diversité peut arriver par incréments précieux grâce à la bifurcation et la recombinaison. Ce qui est nécessaire pour une diversité de pointe, cependant, c'est le financement. Ça, c'est vrai. En prélevant simultanément une énorme somme d'argent pour la construction de navigateurs, en retournant le moins possible au développement de moteurs et en empêchant les autres de combler le vide, Apple a fondamentalement mis en péril l'écosystème web en détruisant l'utilité d'une population diversifiée de navigateurs et de moteurs. Apple a de la suite dans les idées, enfin une agence, un
programme caché. Voilà. Ce n'est pas une victime et cela ne défend pas la diversité des moteurs. Non, c'est peut-être pas à une agency. Dans ce cas-là, c'est pas ce sens-là. Apple as an agency. Attendez, je vais aller sur DeepL pour mieux le traduire. Comment il le traduit? Comment tu le traduis, DeepL? Non, il arrive pas. Il arrive pas. To have an agency. Oui, ok. Du pouvoir. Alors, mot à dire. D'accord. Apple a leur mot à le dire. Ouais, ok. C'est pas incroyable, mais. Que nous dit Lingui? Ouais, alors forcément, ils sont complètement pétés. Ouais, c'est difficile de traduire. Pas d'équivalent en français. Ouais. Apple a son mot à dire et n'est pas la victime que l'on croit, quoi. Ce n'est pas une victime et cela défend pas la diversité des moteurs. Et maintenant, une certaine ouverture, puis après c'est fini. Un avenir meilleur, plus lumineux pour le web est possible. Et grâce à un mouvement tardif des régulateurs de plus en plus probable. Les bonnes gens d'Open Web Advocacy ouvrent la voie, expliquant qu'il faudra clairement à quiconque écoutera à la fois ce qui est en jeu et ce qu'il faudra pour améliorer la situation. Des enquêtes sont actuellement en cours dans le monde entier, donc si vous pensez qu'Apple ne devrait pas avoir peur d'un peu de concurrence si cela aide le web à prospérer, envisagez de vous impliquer, et si vous êtes au Royaume-Uni et vous faites des affaires, envisagez d'aider l'AMC à aider le web avant le 22 juillet 2022. L'avenir n'est pas encore écrit, nous pouvons encore le changer pour le mieux. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc en tout cas, voilà, je pense que cet article est intéressant. Je vous ai dit et je vous ai rappelé le pédigré de ce fameux Alex Russell, donc Chuck, qui est un éminent quand même, qui est dans le chat et qui connaît quand même bien ce milieu, il qualifie de gros troll. Et je vous ai dit, donc c'est quelqu'un qui bosse maintenant chez Edge, chez Microsoft, et qui a bossé pendant longtemps chez Chrome. Et là, il utilise beaucoup Mozilla un peu comme regardez cet enfant qui pleure. Bon, mais c'est quand même intéressant, je trouve, d'avoir ce point de vue-là, assez détaillé, avec beaucoup d'arguments. Dans le chat, vous avez beaucoup évoqué d'autres arguments. Chuck qui disait quand même que les performances de Safari étaient quand même meilleures sous Mac. Bon, je pense qu'en vrai, la différence, elle est quand même relativement anecdotique, mais ok. De manière générale, de toute façon, ce débat, il reste relativement ouvert. Cependant, je suis assez d'accord avec les régulateurs aussi ont trouvé ce point de vue-là, évidemment avec un lobbying réel, mais quand même. Et Mozilla aussi, de se dire, non mais en fait, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de rester dans cette situation-là. Et c'est pas pour autant qu'il faut dire que Google a systématiquement raison. On sait que c'est pas le cas. Mais là, pour le coup, je pense que Apple est dans une situation de protection, mais qui est complètement un accident et que ça n'aide pas, le web. Voilà. C'était un très gros article. Je suis très content qu'on l'ait lu ensemble. Je vous rassure, on va parler de petits articles désormais, assez rapides, sur différents aspects. Pas que des brèves, on va commencer quand même par un article payant que je me permets de vous lire et que je vous invite. Abonnez-vous à Next Impact, évidemment. Il faut que vous vous abonniez à Next Impact, je vous le dis et le redis bien assez régulièrement. On va lire cet article qui est 1500 informaticiens crypto-sceptiques appellent le Congrès américain. On va parler de le, un et les. Oui, on va parler d'articles, bien vu. Salut RD Network, je suis content de te voir ce matin. On se faisait un coin-coin. Ils appellent le Congrès américain. Alors, oh, c'est trop gros là quand même. Hop. Un tweet devenu viral a entraîné des milliers d'universitaires, scientifiques, technologues et ingénieurs à co-signer une lettre ouverte afin de réguler la fintech. Il déplore que seuls les détenteurs de portefeuilles de crypto-actifs étaient écoutés jusqu'alors, faisant peu de cas des arguments des crypto-sceptiques. Des arguments de crypto-sceptiques. Là, on va un peu parler de crypto et dire que c'est de la merde. Attention, c'est parti. Enfin, c'est pas de la merde. Si, moi je trouve que c'est de la merde, mais bref. Fin 2021, un rapport de Bloomberg Intelligence prédisait un bitcoin à 100 000 $ fin 2022, du fait de l'inflation et des hausses des taux à venir de la Fed, qui contribueraient à établir le bitcoin comme une alternative viable au dollar. Évolution du bitcoin, bon, on va dire que ça a monté et puis ça s'est quand même bien cassé la gueule.
Après avoir culminé à 68 789 $ en novembre 2021, il est en fait retombé de 32 000 à 17 700 $ le mois dernier, notamment à cause de l'inflation et des hausses du taux de la Fed, avant de remonter à 20 770. Alors je sais pas où est-ce qu'il en est maintenant d'ailleurs. Cours Bitcoin, USD. Là il est à 21 000 $ en ce moment. Donc oui, on est à peu près dans ces eaux-là. Soit une dépréciation de 60% depuis janvier, après avoir enregistré des hausses de 360% en un an et plus de 1000% en un an. Une semaine terrible pour le marché des cryptoactifs qui voit ses fondements remis en cause, explique Mediapart. Le cours des autres altcoins, donc les autres crypto-monnaies, s'est lui aussi effondré. Les principales plateformes de trading de crypto ont annoncé des licenciements, gelé les retraits, et les marchés des cryptoactifs est passé sous les 900 milliards de dollars, en baisse de 2000 milliards, 2000, ça n'a aucun sens, 2000 milliards de dollars par rapport à son sommet de 3000 milliards de la fin de 2021. On voit quand même que c'est une belle chute. C'est la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies selon CoinMarketCap qui descend quand même vachement. La révolution cryptographique est bien engagée et son impact continuera d'être profond, mais sa trajectoire a été tout sauf graduelle ou prévisible, viennent d'écrire les entrepreneurs Cameron et Tyler Winklevoss dans une lettre annonçant des licenciements de leur entreprise, Gemini. Ils prédisent également un hiver crypto, comme Coinbase, qui rappelle avoir déjà survécu à 4 hivers cryptographiques majeurs. À défaut d'être prémonitoire, 1500 chercheurs en informatique, ingénieurs et autres technologues, ont adressé le 1er juin, donc avant cette alerte d'un possible hiver crypto, une lettre de soutien à une politique responsable en matière de technologie financière au Congrès américain, Concern.tech. Ça, c'est cette lettre-là. Aujourd'hui, nous vous écrivons pour vous exhorter à adopter une approche critique et sceptique à l'égard des affirmations de l'industrie, selon lesquelles les cryptoactifs, parfois appelés crypto-monnaies, crypto-jetons Web3, sont une technologie innovante et qui serait intrinsèquement bonne. Il leur demande instamment de résister aux pressions des financiers, des lobbyistes et des promoteurs de l'industrie des actifs numériques, visant à créer un refuge réglementaire pour ces instruments financiers numériques risqués, défectueux et non éprouvés, et d'adopter au contraire une approche qui protège l'intérêt public et garantit que la technologie est déployée pour répondre véritablement aux besoins des citoyens ordinaires. Nous sommes fortement en désaccord avec le récit, colporté par ceux qui ont un intérêt financier dans l'industrie des cryptoactifs, selon lesquels ces technologies représentent une innovation financière positive. La liste des principaux signataires de la lettre va de Michael Ikaza, donc c'est le meneur de Gnome, à Jamie Zawiński, l'un des premiers employés de Netscape qui fut à l'idée du nom Mozilla, en passant par Rufus Pollock de l'Open Knowledge Foundation, le célèbre cryptographe américain Bruce Schneider. Alors Bruce Schneider, quand on dit célèbre cryptographe, c'est peu dire. Bruce Schneider, il a vraiment pignon sur rue. C'est un mec ultra connu dans le milieu de la crypto, dans le sens de la vraie cryptographie, genre, vous savez, où on chiffre des trucs. Ou Molly White, connu pour son blog crypto-sceptique Web3 is going just great. On en avait parlé il y a plusieurs épisodes maintenant. Toutes les innovations ne sont pas nécessairement bonnes. Il rappelle que donc toutes les innovations ne sont pas nécessairement bonnes et que tout ce que nous pouvons construire ne doit pas forcément être construit. De par sa conception même, la technologie de la blockchain est mal adaptée à presque tous les objectifs aujourd'hui présentés comme source actuelle ou potentielle d'utilité publique. Dès sa création, cette technologie a été une solution à la recherche d'un problème et s'est attachée à des concepts tels que l'inclusion financière et la transparence des données pour justifier son existence, alors que de bien meilleures solutions à ces problèmes existent déjà. De plus, les technologies blockchain facilitent peu, voire pas du tout, l'utilisation dans l'économie réelle. D'autre part, les cryptoactifs sous-jacents ont servi de véhicule à des programmes d'investissement spéculatifs peu solides et très volatiles, faisant l'objet d'une promotion active auprès d'investisseurs particuliers qui peuvent être incapables de comprendre leur nature et leurs risques. Je vais poser la question dans le chat. Je vais poser une question, parce que moi j'aime bien poser des questions. Non, pardon. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Attendez, hop, /Paul. C'est: avez-vous plus de 50 € en crypto-merdouille? Ouais, non, vous avez 2 minutes. Alors pourquoi je mets plus de 50 €? Parce que c'est pas la même chose que d'avoir 3 € qui traînent dans un coin.
et de fait d'être investi dans cette merde. Moi j'appelle ça cette merde, et moi je répondrais oui, hein, parce qu'on m'en a offert à un moment, donc j'en ai. Il déplore également d'autres externalités importantes, comme des menaces pour la sécurité nationale liées au blanchiment d'argent et aux attaques par ransomware, les risques pour la stabilité financière liés à la forte volatilité des prix, la spéculation et la susceptibilité au risque d'exécution, les émissions climatiques massives dues à la technologie de preuve de travail utilisée, donc proof of work, utilisée par des centaines de crypto-actifs les plus largement négociés, et les risques pour les investisseurs liés aux escroqueries à grande échelle. Ça, c'est surtout un truc, ça, c'est fou quoi. Et autres activités financières criminelles. Compte tenu de ces vastes externalités ainsi que des utilisations, au mieux encore ambiguës, au pire inexistantes de la blockchain, nous recommandons au comité de regarder au-delà du battage médiatique et des fanfaronnades de l'industrie cryptographique et comprendre non seulement ses défauts inhérents et ses défauts extraordinaires, mais aussi la litanie des erreurs technologiques sur lesquelles elle est construite. Bitcoin est une pyramide de Ponzi. L'initiative est la conséquence d'un tweet posté le 5 mai dernier par George Stoffli, un professeur d'informatique à l'université de l'État de Campinas au Brésil, qui a depuis co-signé la lettre, qui voulait alors partager son scepticisme au sujet des crypto-actifs. Chaque informaticien devrait être en mesure de voir que les crypto-monnaies sont des systèmes de paiement totalement dysfonctionnels et que la technologie blockchain, y compris les contrats intelligents, donc smart contracts, est une fraude technologique. Voudrait-il le dire à haute voix ? Ce n'est pas la première fois, loin de là, que Stoffli prend fait et cause contre les cryptos. En fin 2013, donc on parle d'il y a 9 ans, il publiait un billet intitulé « Méfiez-vous des bitcoins », qualifié de la plus grande opération pyramidale de l'histoire qui va transférer des milliards d'imprudents vers une poignée d'experts. En 2016, il écrivait à la Securities and Exchange Commission, donc c'est le SEC, le régulateur américain, que le prix du marché du Bitcoin, comme celui d'un penny stock ou d'un fonds Ponzi, est entièrement spéculatif, basé sur les attentes des commerçants concernant les prix futurs, qui sont basés sur les attentes des attentes futures, etc. Contrairement aux stocks et aux actions et aux obligations, cette régression infinie n'est finalement pas fondée sur les fondamentaux, car le Bitcoin n'en a pas. Les bitcoins ressemblent davantage à des penny stocks, des actions d'une entreprise sans actifs, sans produits et sans personnel, ou les actions d'un schéma de Ponzi pur, comme le fonds de Madoff. Vous vous souvenez de Bernard Madoff qui avait été condamné, etc. La valeur du Bitcoin est censée provenir uniquement de l'existence d'un registre, donc la ledger, préventivement sécurisé qui enregistre la répartition des pièces entre différents comptes addresses dans la terminologie du système, et permet donc leur utilisation comme un moyen de paiement sur Internet. Mais les penny stocks et les fonds de Ponzi offrent également cette possibilité. Alors je reviens, vous êtes 72% à ne pas avoir plus de 50% en crypto-merdouille, donc vous êtes très malin. Vous avez raison, et on est quand même 28% à en avoir. Moi je dois en avoir, truc comme 500 balles, truc comme ça. Parce qu'en fait, on m'en a offert. Parce qu'en fait, il y avait Je vous passe les détails, mais en gros, à une époque, quand on était dans... Je sais plus comment ça s'appelle, un truc d'échange de clés. Keybase. Chez Keybase, en fait, on te filait des cryptos, et j'en ai pris, parce que ça coûtait rien, et donc du coup, je les ai gardés. Voilà. J'en avais un moment avant de revendre. Bah, c'est bien si vous avez revendu, hein, ouais, il faudrait que je le fasse. J'ai eu 600 € en Bitcoin, j'ai tout vendu l'année dernière. Si on a un gros portefeuille de Bitcoin il y a très longtemps, ça compte. Bah non, c'est maintenant dont je parle, pour le coup. Si tu les as vendus il y a longtemps, c'est cool. Ça permet de payer des subs à des gens, c'est pourquoi pas. Le fait de les avoir vendus, hein, pas en avoir. Qui signing party? Non, Keybase fournissait juste, avait un partenariat avec un truc qui s'appelait Stellar. Et en gros, ils ont filé l'équivalent de 80 balles de Bitcoin, enfin de coin à des gens. Tommy Chto, à part de dire que c'est de la merde, t'as des vrais arguments, bah peut-être écoute ce qu'on dit depuis le début en fait, Tommy Chto. Genre, on en dit des trucs là depuis tout à l'heure. Moi, ça me plaît la techno blockchain. Bah cool mec, c'est pas mon cas. On va aller loin avec ça. Pour lui, la seule façon de réaliser un profit en investissement dans les bitcoins est de les vendre à d'autres investisseurs pour un prix supérieur à leur prix d'achat. Ainsi, le bitcoin a un caractère essentiel d'un penny stock ou d'un schéma pyramidal. Le profit des premiers investisseurs provient entièrement de l'investissement des suivants. L'investissement dans le bitcoin ne contribue pas à la richesse et au bien-être réel de l'humanité. Il ne finance pas la création des biens matériels ou de services réels. D'un autre côté, il a ruiné de nombreux investisseurs naïfs qui ont été incités à y placer leurs économies par de fausses promesses d'augmentation de prix fantastiques dans un avenir indéfini. Donc ça, on parle quand même de 2016, hein, on parle de bien avant l'explosion du truc. Hein.
En 2021, il réitérait les mêmes critiques en énumérant pourquoi Bitcoin est une pyramide de Ponzi, à savoir un type de fraude à l'investissement présentant les 5 caractéristiques. Les gens y investissent parce qu'ils s'attendent à de bons profits, et cette attente est entretenue par le versement de ces bénéfices à ceux qui choisissent d'encaisser. Cependant, il n'y a pas de source externe de revenus pour ces paiements. Au contraire, les gains proviennent entièrement de l'argent de ces nouveaux investissements, tandis que les opérateurs retirent une grande partie de cet argent. Coinbase, Earn 15, excellent. Non, Dadideo, c'est il y a longtemps, ça n'existe plus. C'était pas Coinbase, c'était Keybase. Rien à voir avec Coinbase. Flork, oui, non, mais c'est connu qu'il y a des gens sensibles à ça. Marcius, bonjour, faites vos propres recherches. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Le silence signifie d'être complice de la fraude. Jacob Silverman, journaliste américain ayant lui aussi écrit beaucoup sur ce sujet, appuyait le tweet de Stoffli en précisant que presque tous les informaticiens avec lesquels j'ai discuté et qui ne sont pas personnellement investis dans les crypto-monnaies pensent que la blockchain est une technologie défectueuse qui ne peut pas faire ce que ses promoteurs prétendent. Retweeté près de 1500 fois, le tweet de Stoffli était également cité près de 600 fois, et notamment par de nombreux autres professionnels et chercheurs en informatique faisant eux aussi état de leur statut, diplômés et qualité, à l'instar de Samuel Osvar, ex-chef de projet Debian et membre fondateur de l'association Wikimedia France. Web, donc Sam Osvar, il est connu de longue date, il a fait plein de trucs, dont notamment au LibCaca. Et rien que pour ça vaut le coup de l'écouter. Je dis ça en mode van, mais en vrai, oui, il faut vraiment l'écouter. Web, la technologie blockchain est merdique et inutile, et je suis un expert mondialement reconnu en matière de technologie merdique et inutile. J'ai créé des logiciels comme LibCaca ou Toilet. J'ai écrit des trucs qui ont un but réel, donc je peux faire la différence assez facilement. Absolute Virtue, pour le bootcamp de virtualiser les cryptos, la blockchain en général, dire que ça reste une technologie, c'est comme critiquer l'imprimerie, ça n'a aucun sens, ou Internet. Oui, mais le problème c'est qu'en fait ce qu'on lui fait porter n'a pas de sens. Alors, la blockchain, on s'en fout, effectivement c'est une techno. Par contre, dire que, enfin, oui, le truc c'est les trucs qu'on leur porte ne sont pas pertinents. J'ai un double diplôme en informatique et en philosophie des sciences et un doctorat en éthique informatique. Et je peux dire que c'est déplorable d'un point de vue technique et social éthique. Les crypto-monnaies sont une pyramide de Ponzi avec d'énormes externalités et la technologie sous-jacente n'a pas montré un cas d'utilisation qui ne pourrait pas être mieux résolu par d'autres moyens. C'est surtout ça en fait. Bossant dans le dev, je reçois toujours plus d'envois sur le Web3, les smart contracts, c'est l'enfer, toujours le même discours, ça va me rendre riche. Oui, mais non en fait, enfin oui, je suis d'accord. Ikisha, c'est l'enfer. En tant qu'ingénieur en cryptographie, la technologie blockchain, y compris les contrats intelligents, est une fraude technologique. Dans le Web3, ça veut dire scam as a service. Oh putain. Le silence signifie être complice de la fraude, ça je suis assez d'accord. Stéphane Diel, ingénieur en informatique ayant écrit des dizaines de fois au sujet de tous les mots qu'il attribue à l'univers des cryptos, embrayait en faisant une autre proposition. Nous devrions honnêtement demander à la centaine d'informaticiens ou plus présents sur ce fil à participer à un webinaire avec des décideurs politiques, parce que la plupart des gens qui ont une formation en informatique pensent que ce truc est une énorme arnaque, c'est un secret de polichinelle dont personne ne parle. C'est vrai qu'il y avait un vrai sujet de bon, laisser faire, qui est réel quoi. En vrai, la blockchain c'est pas ouf techniquement, c'est hyper contraignant par l'hyper-parallélisme. Enfin, le scaling horizontal. Oui, et surtout, moi, ce qui me pose problème, c'est le gâchis, en fait, qu'il y a. C'est-à-dire qu'en fait, c'est extrêmement inefficient. C'est vraiment... C'est un algo... Enfin, on parle de la proof of work, évidemment. C'est un des algos... Mais même la proof of stake a des problèmes. Hein, mais la proof of work, c'est vraiment un truc très, 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 très inefficient pour réussir un consensus. Tout le monde fait le même calcul. Enfin, quand il pense, quand il réfléchit, en termes d'externalité, donc ça n'a vraiment... aucun sens. La proof of work n'existe quasiment plus. Alors, Absolute Virtue, on va pas être d'accord. Puisque je te rappelle que, littéralement, Bitcoin, Ethereum 1, parce que Ethereum 2 n'est toujours pas arrivé, faut arrêter avec ces conneries. Hein. Voilà, Ethereum 2. Et, je sais pas, quasiment toutes les crypto-monnaies sont basées sur du proof of work. Donc, il me sort pas avec Lightning n'est pas sorti. Lightning, c'est de la merde. Et dans les faits, ça n'arrive pas. Et c'est logique que ça n'arrive pas, puisque c'est à l'inverse des intérêts du réseau. Donc, non, vraiment pas. Hein. Je suis d'accord avec Kikisha, malheureusement, l'inefficience n'est pas un critère qui semble être pris en compte. Voilà. Et sinon, on arrêterait d'utiliser des voitures en ville pour se déplacer, tout à fait. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de fraude d'utilisation inutile, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être aussi inutile. Mais non, comme un investissement plus long terme sans inflation. Si tu parles d'un investissement plus long terme sans inflation, je suis désolé, tu te bases sur le fait qu'il y a de la valeur qui est portée par d'autres gens pour aller là-dedans. Alors c'est fou, parce qu'il y a plein de gens qui arrivent d'un coup et qui font leur premier message sur ce sujet, donc moi ça me fait sourire. Mais comme un type de certificat distribué. Mais non, de fait non. De fait, non, il y a plein d'autres mécaniques pour faire des certificats distribués, qui marchent très bien en plus. La blockchain n'est pas la solution, mais les devs ont au moins le mérite de bosser sur une alternative plutôt que de se reposer sur un web centralisé par quelques acteurs. Je suis désolé, il y a plein d'autres mécaniques pour faire de la décentralisation qui ne passent pas par la blockchain. Je suis développeur de smart contract et blockchain, je m'y connais un peu, je trouve ça assez le bashing sur cette techno. Mais parce qu'en fait, les gens
ont juste réfléchi. Je ne dis pas que t'as pas réfléchi, mais ont juste pris du recul sur cette mécanique. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça n'apporte peu. On ne cite... Il y a quand même beaucoup d'arguments depuis le début de ce qu'on lit de cet article. On sort pas de nulle part. Et en plus, oui, je suis d'accord avec Flork, la blockchain a recréé des tiers de confiance. Genre, c'est pas... De fait, toutes les API de NFT ou de trucs du genre, etc., se rebasent sur des plateformes qui font le relais. Donc, en fait, de fait, la recentralisation, elle revient. Et alors oui, je suis d'accord avec Five Story Paper qui disent on est sur une chaîne de sujets tech et dev, donc l'argument d'autorité je suis dev, ça marche pas. Enfin, genre, on est tous dev ici. Ou alors, on est nombreux à être dev ici, quoi. C'est quoi les alternatives? Mais les alternatives de faire quoi, en fait? Enfin, genre... je suis Dave, merci One Bugman. Plus l'article de l'auteur sur Web3 et l'argument de la décentralisation. Ah oui, l'article de l'auteur de Signal, bah oui, bah Moxie, quoi. Moxie, on parle bien assez, quoi. Turbo Droitard nous pose la question. Est-ce que tu dis que la proof of work n'est pas efficiente, tu veux dire par rapport à une monnaie tradie? Mais attendez, qui ici n'a pas essayé ne s'est pas renseigné sur la monétique traditionnelle et typiquement, genre, vous avez vu, genre, littéralement, ce que coûte une transaction Visa en termes d'externalité, c'est anecdotique par rapport à une transaction Bitcoin. Et oui, un exemple, les certificats SSL. C'est pas parfait, mais c'est littéralement décentralisé et ça marche très bien. Enfin, on devrait pas dire SSL, on devrait dire TLS, mais voilà. Je me permets de continuer de relire un peu l'article, mais on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Le conflit d'intérêt de ceux qui parlent au gouvernement. Ah oui, alors ça c'est un autre sujet en plus. Nicolas Weaver, chercheur en sécurité informatique, co-signataire de la lettre et aussi crypto-sceptique, estime également que les crypto-monnaies sont inutiles et destructrices et qu'elles devraient mourir dans un incendie. Alors là, c'est un peu vénère, j'avoue, mais quand même. Il s'agit d'un virus. Ses dommages sont considérables. Il a permis à des entreprises criminelles de gagner des milliards de dollars. Il a permis à des investisseurs en capital risque de faire de la fraude boursière leur métier. Il a ruiné des gens. Alors, soit vous l'évitez, soit vous m'aidez à le faire mourir dans un incendie. Interviewé par The Markup, le média non lucratif qui étudie la façon dont les institutions puissantes utilisent la technologie pour changer notre société, Weaver explique que le projet de lettre a été motivé par le tweet de Stoffli. Le problème est que pendant très longtemps, les seules personnes techniques qui ont parlé du gouvernement dans l'espace des crypto-monnaies étaient celles qui y avaient investi. Cela a produit une vision déformée de l'espace et a donné aux régulateurs et les membres du Congrès la fausse croyance que c'est une réelle innovation ici. Le fil Twitter de Diel que Diel a lancé a reçu de nombreux tweets de citations d'autres technologues qui disent en substance « Oui, cet espace est une poubelle ». Nous avons réalisé qu'il fallait une déclaration collective claire indiquant que, d'un point de vue technologique, cet espace est un gâchis. Je veux dire, Bitcoin ne peut générer que 3 à 7 transactions. Mais rien que ça, c'est fou d'ailleurs. Bitcoin ne peut gérer que 3 à 7 transactions par seconde dans le monde entier, et les gens pensent que vous pouvez aider les personnes non bancarisées avec cette technologie. C'est quand même fou, quoi. Pour lui, il était clair dès le départ que la crypto-monnaie ne pourrait jamais fonctionner pour les paiements tant que les paiements sont traités par le système bancaire normal. Parce que le prix est si volatile, vous avez 2 étapes de conversion de devises, ce qui rend l'échange d'argent en crypto-monnaie difficile et inefficace. Il n'était fondamentalement utilisable que par les trafiquants de drogue, les fournisseurs de rançon logiciel, etc. Pour en finir avec les ransomware. La blockchain ne trouve pas non plus grâce à ses yeux, ne serait-ce que parce que l'outil de contrôle de version Git est déjà utilisé pour enregistrer l'historique de toutes les modifications que vous apportez. Entre autres choses, cela vous permet de revenir à l'historique car ça ne supprime pas les choses, ajoute seulement des changements. Tout le battage autour de la blockchain est du battage médiatique parce que nous savons comment construire des systèmes équivalents depuis des décennies. Salut Gaspard Tengo. Il déplore également la non-réversibilité des cryptos qui entraîne des conséquences catastrophiques. Supposons que quelqu'un vous transfère 70 000 $ par PayPal. Moi, je suis pas un fan de PayPal, je vous avance, ça c'est vraiment une entreprise de merde. Puis que vous lui envoyez 70 000 $ en Bitcoin pour découvrir plus tard que le paiement PayPal a été compromis. Maintenant, vous êtes à 70 000 $. Vous en êtes à 70 000 $. C'est en effet arrivé à Steve Wozniak. Dans le système financier moderne, nous avons une exigence de conception selon laquelle tout élément électronique doit être réversible pendant au moins une courte période de temps. Il y a une fenêtre d'annulation limitée. C'est pour atténuer les problèmes. Il s'agit de résoudre les transferts. Oups, vous avez oublié un 0 sur votre transfert. Ou vous avez ajouté un 0 supplémentaire à un transfert. Merci Légumin, pardon. Vraie question, est-ce que Git est utilisé hors du dev? Je pense, Paul, que non, pas plus que ça. Par contre, la techno pourrait. C'est le même argument que pour la blockchain. Ah non, mais ce qu'on fait aujourd'hui est pas bien, mais on pourrait. Bah, j'utilise le même pour Git, pour le coup. Il est également utilisé pour atténuer la fraude. C'est la raison pour laquelle les malfaiteurs ne s'introduisent pas dans les comptes bancaires des gens. Parce que si vous pénétrez dans le compte bancaire de quelqu'un, vous pouvez effectuer des virements électroniques, mais ces virements électroniques sont réversibles.
Si l'espace de crypto-monnaie s'assèche, ce que j'adorerais simplement parce qu'il est prouvé qu'il est nocif d'un point de vue financier, cela aurait le merveilleux effet collatéral de drainer essentiellement le marais où les fournisseurs de ransomware obtiennent leur argent, relève-t-il au demeurant. Attendez, on en est bientôt. Ouais, on a bientôt fini. Des milliards de dollars jetés dans la cheminée en brûlant du charbon. Interrogé au sujet des cryptoactifs en tant qu'investissement, Weaver rappelle les bases de l'épargne. Je suis un investisseur avisé. Si je place donc mon argent dans des fonds indiciels, donc des ETF, donc c'est en gros vous mettez un petit peu, ça met des actions sur toutes les actions, ça achète globalement toutes les actions, ou en tout cas une grosse quantité d'actions. Merci Galice. Et que je l'ignore pendant une décennie ou 3 parce qu'il y a beaucoup de calculs qui disent que vous ne pouvez pas battre le marché. Si je place 10 000 $ dans mon fonds indiciel et que je m'y assois pendant une décennie, puis que je le revends pour 15 000 $, mon gain n'est pas seulement la différence entre le prix que je l'ai vendu et le prix auquel je l'ai acheté, mais de tous les dividendes des rachats d'actions. Cela signifie qu'investir dans le marché boursier est une base à long terme, donc pas Robin Hood, qui se traduira par plus de gagnants que de perdants. A contrario, l'investissement dans les cryptos se fait au détriment de quelqu'un d'autre. C'est un jeu d'argent, c'est un casino, c'est une chaîne de Ponzi. La crypto-monnaie commence par une somme nulle, parce qu'il n'y a pas de valeur utilitaire, contrairement à l'or, qui se retrouve dans l'électronique. De fait, il ne s'agit pas simplement d'une somme nulle, mais d'une somme profondément négative, car l'exploitation minière brûle une quantité mesurable, donc l'exploitation minière, enfin le mining de Bitcoin, brûle une quantité mesurable d'électricité mondiale, et ces factures d'électricité doivent être payées d'une manière ou d'une autre. L'édifice des crypto-monnaies part de la règle selon laquelle tout gagnant est payé par un perdant. Les gagnants précoces sont payés par les perdants ultérieurs. Et en fait, la seule façon de gagner de l'argent est d'attirer d'autres perdants. Et cela avant d'ajouter l'énorme pression exercée par le mining des crypto-monnaies, ce qui présente des milliards de dollars jetés dans la cheminée en brûlant du charbon. Il invite d'ailleurs ceux qui possèdent des cryptos à les revendre parce que le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous pouvez rester solvable. Merci Hollywood pour ton follow. Ce pourquoi vous ne le shortez pas. Je ne détiens pas de crypto-monnaie, je n'ai pas non plus de position courte, car les positions courtes sont des jeux d'argent et je ne veux pas jouer avec mon argent. Si je veux jouer, j'irai à Vegas où au moins la nourriture est bonne. Par exemple, les mineurs, ont surtout conservé leur crypto-monnaie, empruntant sur celle-ci pour payer leur facture d'électricité. Ces prêts nécessitent de l'argent réel. Un jour ou l'autre, l'un des mineurs de crypto-monnaie devra vendre un montant important au point de faire baisser le marché un peu trop. Un autre miner de crypto-monnaie ou quelqu'un d'autre reçoit un appel de marge parce qu'il n'y a plus assez de garantie. Cela crée une boucle de rétroaction où chaque vente fait baisser le prix, oblige à d'autres ventes, puis le système s'effondre. La leçon de Terra, oui, c'est une autre crypto-monnaie qui s'est effondrée, est que les effondrements catastrophiques sont très rapides dans l'espace des crypto-monnaies. Vous pouvez penser que vous pouvez être assez rapide pour sortir par la porte après le début de l'incendie, mais vous ne ferez que vous brûler. Récupérer les mots crypto et web 3.0. L'interview de Nicolas Weaver ne revient pas sur l'hiver crypto, les chutes de cours et les problèmes mentionnés en exergue de cet article. Elle avait été effectuée avant que le marché ne s'effondre, ce qui n'en rend la lecture que tout autant, voire encore plus pertinente à ce jour, souligne The Markup. Dans son blog, Stéphane Diel, donc celui qui avait lancé le thread qui a ensuite fait cette lettre qui a été ensuite faite au Congrès, explique que le vrai travail commence et que cette lettre n'a pas de prescription politique spécifique, car en tant qu'ingénieur en logiciel, nous ne sommes pas nécessairement profondément versés dans les détails techniques comme la régulation bancaire et de droit fiscal. Et nous avons donc estimé qu'il n'était pas nécessairement approprié de se prononcer sur les détails de telles choses. Ce projet s'adresse aux législateurs américains pour la seule raison que, le plus souvent, les États-Unis sont en tête en matière de réglementation financière, et que cela informerait d'autres pays. Cependant, il n'y a aucune raison pour que l'Union européenne ou d'autres pays ne soient pas également en tête sur cette question. Il explique aussi que l'une de leurs motivations est que nous voulons récupérer nos mots. Crypto désignait autrefois la cryptographie, une branche d'études à l'intersection des mathématiques et de l'informatique. Web 3.0 désignait autrefois le web sémantique. Une version d'Internet dans laquelle toutes les connaissances du monde étaient organisées dans un graphe consultable. Aujourd'hui, les deux mots ont été cooptés pour désigner des investissements spéculatifs très risqués et des fraudes, ainsi que des mots à la mode en marketing pour masquer les réelles intentions. Un grand nombre de chercheurs et d'ingénieurs logiciels en activité n'apprécient pas cet abus de termes informatiques pour colporter des investissements risqués, conclut-il. Nous en avons assez et beaucoup d'entre nous pensent que c'est un fléau pour notre profession et que cela doit cesser. Un second article reviendra sur la réponse à cette lettre ouverte des pro-crypto. Alors, vous avez beaucoup réagi. beaucoup réagi, je pourrais pas tout lire. Bonjour Android Digital, t'arrives juste après un très très long débat dans le chat.
il y a une volonté que je ne comprends pas dans beaucoup de vos exemples d'utiliser la blockchain pour faire des choses qui sont déjà possibles en fait par d'autres éléments. Et surtout, il y a aussi un autre truc, il y a souvent une envie qui vient de nulle part. En fait, il y a une envie qui est poussée par une autre envie, qui est en gros, ah là là, je veux impérativement que tout soit décentralisé de fou. Genre, que ce soit ultra décentralisé. Décentralisé de décentralisé de décentralisé. Bon. Et en même temps, tout soit transparent. Transparent chez transparent chez transparent. Ok, ça peut s'entendre. Et enfin, je vais avoir confiance à personne. Et là, en fait, c'est la limite. On vit dans une société sociétaire. On vit dans une saucisse, on vit dans une société. Une société qui se veut démocratique. D'accord ? Là, je vais parler de politique. Hein. Je pense qu'il est sain que la démocratie ait un contrôle sur la monnaie. Et c'est pas anecdotique. C'est-à-dire que la blockchain, pour fonctionner, vu qu'elle dépense de l'électricité, et qu'elle doit avoir de l'enjeu, elle peut être utilisée en circuit fermé comme le fait Carrefour pour ses œufs, mais ça n'a aucun intérêt. Si vous l'utilisez en circuit fermé, vous utilisez une base Postgre et c'est fini. Hein. Mais si vous l'utilisez pour partager un système de consensus, vous devez avoir de l'enjeu pour éviter que des gens trichent, donc vous devez avoir un système de monnaie. Si vous voulez avoir un système de monnaie, vous créez donc un système de monnaie. Un système de monnaie doit être démocratique. Dans une société démocratique, chaque personne a une voix au chapitre. Pas plus, pas moins. Vous ne pouvez pas garantir ça avec aucun système technologique. Je ne sais pas comment faire aujourd'hui pour faire ça avec un système technologique. Pour qu'il y ait une voix, un droit. Sinon, vous faites pas de monnaie. Et il n'y a pas de problème. Hein. Enfin, vous pouvez faire plein d'autres trucs qui font pas de la monnaie. Mais si vous voulez créer une monnaie, c'est un truc spécifique la monnaie, hein, c'est pas rien. Hein. Si vous créez une monnaie et qu'elle n'est pas réglée par un système démocratique, avec les limites qu'elle peut avoir, hein, mais avec un système démocratique, avec un gouvernement qui est élu, à mon sens, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc c'est pour ça que ces débats-là de non mais regardez la blockchain, etc. C'est très simple. Soit votre blockchain ne nécessite pas. Mais le système des DAO, c'est pas une voix, une personne. Hein. C'est un account. Je te rappelle que tu peux créer autant d'accounts que tu veux et tu peux en faire autant que tu veux. Donc c'est des enjeux. Donc c'est de la monnaie. Donc c'est de l'argent. C'est pas démocratique. Et surtout, les DAO, alors ça, en vrai, si vous voulez avoir plus d'informations sur ça et que vous voulez sincèrement avoir un avis beaucoup plus nuancé sur ces sujets, ce qui peut arriver, parce qu'il y a plein de gens qui ont été mis dans cette affaire et qui ne se sont jamais posé ces questions. Il y a une vidéo incroyable. Elle est longue, mais elle est phénoménale. C'est celle de Dan Olson sur les NFT, mais en fait c'est anecdotique. C'est Line Goes Up, The Problem with NFT. En fait, ça parle pas que des NFT, hein, ça parle de plein de choses. Le problème, c'est que elle dure 2 heures. Mais elle est incroyable. Cette vidéo est phénoménale. C'est phénoménal, c'est incroyable. Ça prend tout point par point, que ce soit au niveau technologique, mais au niveau sociétal, parce qu'en fait ça a des énormes impacts sociétaux, qui sont... Enfin vraiment, tu vois cette vidéo, et personnellement, c'est fou. Alors oui, les DAO, c'est bien de l'expliquer, merci Absolute Virtue, c'est les Decentralized Autonomous Organizations, c'est en gros des organisations qui n'existent que sur la blockchain. Et je mets un « que » avec plein de guillemets, parce que bullshit. Mais que sur la blockchain. Bullshit parce que la blockchain, en fait, elle peut pas faire grand-chose par elle-même. Vraiment, regardez cette vidéo de Dan Olson. Elle est incroyable. C'est vraiment très bien écrit, très bien expliqué, et ça se pose des questions que vous ne vous êtes sans doute pas posées sur la blockchain, et sur les crypto-monnaies, etc. Et si vous en sortez en vous disant « Oh, ça continue d'être une excellente idée », je pense je ne pourrai pas vous convaincre, parce qu'il a les meilleurs arguments à mon sens. Et il parle notamment des problèmes d'avoir un ledger qui soit read-only. C'est un problème immense, que dans notre société on ne devrait pas du tout accepter ça. De pourquoi en fait toutes ces histoires de blockchain c'est juste en fait du blabla pour pousser les gens à acheter de la crypto-monnaie, et pourquoi les smart contracts c'est de la grosse merde, pourquoi il y a plein de problèmes avec tout ça, enfin c'est de la grosse merde, c'est plus subtil évidemment dans sa explication, mais moi c'est ce que j'en comprends. Et il y a plein d'autres articles passionnants sur pourquoi les smart contracts sur Ethereum ça n'a aucun sens, pourquoi tout ça, enfin vraiment il y a la documentation pour comprendre pourquoi c'est de la merde, il y en a énormément. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui
se lance sur ces sujets-là, et donc en tant que développeur, en tant qu'ingénieur, ou en tant que quelqu'un qui s'intéresse à tout ça, vous pouvez être emmené à travailler avec tout ça. Et je veux pas dire que je vous blâme, genre on peut vite être emmené à travailler sur des sujets qui sont pétés sans qu'on s'en rende compte. Ce que je veux juste vous dire, c'est faites-le en conscience, s'il vous plaît. Ne pensez pas que en fait c'est parfait. Ne vous mettez pas dans un faux cocon. Si vous voulez continuer à travailler là-dedans parce que vous pensez qu'on s'en fout et que vous voulez juste gagner des thunes et que vous allez choper de l'argent à des gens qui ont trop de thunes, faire enough. Moi, en vrai, je vous juge même pas. Je comprends la démarche. Je la ferai pas, mais je comprends la démarche. Mais au moins, ne vous dites pas que vous faites le bien ou que d'une manière ou d'une autre ça vaut le coup, parce que c'est pas le cas. Voilà. À mon sens, c'est pas le cas. Voilà. Désolé, ça fait un peu sermonneur, alors c'est pas le but, mais au moins ma stance est assez claire. J'en avais déjà parlé précédemment dans lundi.dev que j'avais un gros problème avec les crypto-monnaies. Là, au moins, c'était une bonne occasion pour en parler. On n'aura parlé que 3 articles ce matin. C'est pas beaucoup, mais ils étaient passionnants, je trouve, les 3. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me dire dans le chat. Évidemment, il y a eu beaucoup d'interactions autour des crypto-monnaies parce que ça agite beaucoup. Alors qu'il n'y avait pas grand monde sur Safari. Hein. Si, il y avait quand même un peu de discussion, mais il n'y avait pas grand monde sur pourquoi Safari devrait être... pourquoi on aurait le monopole de Safari sur iOS. Mais je pense que, en tout cas, ça vous a apporté beaucoup de choses. Il reste 3 minutes, donc je vais pas me lancer dans une session dev, ça n'aurait pas de sens. J'ai loupé le début, t'es trop ponctuel. Pourtant, j'ai commencé avec 12 minutes de retard, mais voilà, je pense qu'en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Pour tous ceux qui m'ont découvert là, parce que je sais que des fois, il y a juste, on arrive au bon endroit, au bon moment. Merci pour vos follow, hein, Yann Delmonde, Kalim Pro. Je vous invite à découvrir lundi.dev, parce qu'en fait, c'est pas que le nom du chat, mais c'est aussi un petit site sur lequel je mets dès le lendemain, souvent c'est en fait de l'après-midi je mets les liens et le lendemain je mets le replay de tous les liens dont on a parlé. Donc là il n'y en aura pas tant que ça parce que finalement on a parlé de pas beaucoup d'articles, habituellement on en parle de plus de différents. Et comme ça vous pouvez retrouver tout ce qu'il faut. Donc c'est aussi un site lundi.dev, hein, c'est pas un truc. Ça vous permet aussi d'avoir un autre endroit sur lequel on peut communiquer. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, hein, Twitter signé, et vous pouvez lire tous les shitposts que je poste à longueur de semaine. Donc voilà, et tous les retweets formidables, voilà. J'avais oublié ma bio. Extraverti, sympathique, éternel optimiste. Ouais, faut peut-être que je le change. Bref. J'étais très 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 content de faire ce live ce matin. Cette semaine, je referai sans doute un live de code. Parce que j'adore coder, hein. Je suis un gros codeur. Non mais j'adore coder en live, c'était très fun. Il y a des gens ici justement que j'ai découvert via un live de développement en Rust justement. Mais voilà, je lève de temps en temps, je fais des trucs assez fun. Et puis voilà. Pauvre Absolute. Salut Elromir BFM. Dans tous les cas, donc ça s'arrête pour ce matin. J'ai du mal à arrêter avant l'heure, mais en même temps, je vais pas rester là pour trop longtemps. Je pense que je vais vous envoyer chez Canard PC. Comme vous l'avez vu, je le fais souvent le matin. Je crois que Canard est en live. Je vais vous envoyer chez eux. Donc évidemment, n'hésitez pas à dire coucou, à faire un petit coucou à Canard PC. Et puis, nous, on se retrouve donc durant la semaine pour un live. Dès demain en replay et la semaine prochaine, évidemment, lundi matin à 10h, comme toujours, pour cette petite revue de presse. Ciao tout le monde, gros bisous, à plus, ciao ciao. Attendez, il faut que je passe sur la bonne scène.